D'accord. On est en direct. Vous êtes en direct. Je présente, du coup, excusez-nous pour les retards et les problèmes techniques. Du coup, je vais plutôt directement laisser la place à Alexis, qui est présent. Donc, je te laisse éventuellement te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexis Boudot, Anduaga, fondateur de la Ruche Citoyenne. Donc, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour le tribunal d'Auch et je suis très heureux d'être en direct avec vous. Merci Alexis. Gaël, je ne sais comment... Pareillement, déjà, désolé pour le retard. On a eu quelques problèmes techniques juste avant. On y arrive. Donc, Gaël Costemenier, tête de liste pour la liste Défendre les enfants. Et donc, avec pas mal d'associations qui sont concernées par tout ce qui touche à l'enfance, qui sont joints au mouvement pour établir cette liste. Et du coup, comme on a commencé un peu plus tard, on avait préparé ensemble, tous les trois, on avait préparé une répartition du temps pour chacun. Il se trouve que Alexis a des contraintes et comme on a commencé plus tard, il sera contraint de partir un peu plus tard. Et donc, Alexis, ce que je te propose, c'est que tu puisses un peu davantage parler sur la première partie. Et puis nous, après ton départ, on pourra parler davantage de défendre les enfants pour que ce soit un peu équilibré entre les deux listes. Voilà. Parce que nous sommes tous les deux dans des listes citoyennes qui sont en train de préparer les dossiers pour le dépôt entre le 6 et le 17 mai des listes pour les élections européennes du 9 juin. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on est dans le vif du sujet. Les élections européennes nous demandent de déposer des listes à partir du 6 mai jusqu'au 17. Vu les délais assez courts et comme on est des listes effectivement citoyennes, non appuyées par des structures étatiques, il faut vraiment voilà, relever les manches, je dirais, et puis bien s'organiser. Le premier conseil que nous donnons, c'est de ne pas attendre le 17 mai parce que si quelque chose ne va pas dans la liste, il y a une vérification effectivement du ministère et il faut effectivement déposer les listes avant qu'on ait un délai raisonnable pour pouvoir répondre à l'injonction du ministère. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné au maximum du maximum au 14 mai pour déposer les 81 noms de la liste citoyenne. Donc, je vais vous présenter notre projet qui est aujourd'hui effectivement plus qu'un projet. On est une liste sur la ruche citoyenne, liste 100% donc citoyenne, sans parti politique. On était parti au début avec je dirais une grosse ambition de réunir non seulement les listes citoyennes, mais aussi des partis, je dirais, alliés, comme le mouvement écologiste indépendant, comme l'écologie autrement, comme le mouvement citoyen pour la protection animale, le Parti des animaux, le Parti pirate et démocratie ensemble. Donc on avait effectivement travaillé pour qu'en plus de ce lien de la ruche, parce que le principe c'était que chacun puisse rentrer dans la ruche pour apporter son expertise et ses compétences. On se retrouve aujourd'hui effectivement avec des problématiques très très singulières, mais je dirais qui font loi depuis un petit moment déjà au niveau des élections législatives. C'est des stratégies soit de dépôt de bulletins dans les bureaux de vote, donc une campagne électorale classique, conventionnelle, soit effectivement une démarche un peu plus je dirais non conventionnelle et un petit peu plus sur le terrain et effectivement moins coûteuse financièrement. Et
on a décidé à partir de début 2024 d'établir cette stratégie. Donc, avec le groupe citoyen, c'est-à-dire d'aller directement chercher nos réseaux et de faire campagne avec ces réseaux citoyens. Donc, on est aujourd'hui en lien avec Liberté Résistance, avec des parties non négligeables pardon, de Décidons nous-mêmes et Décidemos, et puis des écologistes indépendants qui ne peuvent pas donc pas partir avec les partis conventionnels qui ne partent pas. Hein. Je pense notamment à Antoine Bechter, qui est l'un des candidats présents depuis la première élection européenne en 1979. Antoine Wechter est l'unique Français à notre connaissance. Et puis, de toute façon, c'est de notoriété publique à avoir été candidat à toutes les élections européennes depuis le siècle dernier et depuis la toute première élection. Et pour nous, c'était important de l'avoir comme parrain. Donc, on va essayer de voir effectivement, dans ce cadre de la ruche citoyenne, comment on peut, dans cette dernière ligne droite, rassurer nos partenaires historiques et puis avoir ces 81 noms qui est le sésame pour pouvoir se présenter sur cette élection. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions-réponses avec vous ou si je continue ma présentation. On avait prévu de faire ça oui, en fin, sur les questions-réponses. Et là, pour l'instant, je vois rien qui apparaît en message. Alors en fait, sur l'organisation, normalement, Sarah devait avoir la main, puis il se trouve que on a réglé le problème technique et c'est moi qui ai la main et qui vois les messages s'afficher. Donc je suis obligé de cliquer en même temps pour que les gens qui interviennent puissent interagir. Bon, c'est un petit peu comme ça. C'est bien. Les citoyennes sont citoyennes, ils sont dans la technique, hein, les mains dans le cambouis, comme on peut dire, notamment pour retrouver les dossiers, comme Alexis Boudot l'a évoqué. Toutes les différentes listes sont actuellement en train de chercher justement des candidates et des candidats pour les rejoindre. C'est un travail qui est important et effectivement, le dépôt doit se faire assez précocement pour que s'il y a un problème, il y a quelques jours de réactivité de la liste pour pouvoir interagir. On avait évoqué en préparation d'aborder des grands thèmes, donc l'égalité parentale dans un premier temps et placement et justice familiale dans un deuxième temps. Et je pense qu'on peut peut-être faire en sorte que Alexis aborde ces sujets. Moi, j'interviendrai peut-être un petit peu. Je les aborderai davantage une fois que Alexis, du fait de ses contraintes, soit parti, même si on peut discuter directement pendant cette intervention. Si ça convient à Alexis et à Sarah. D'accord. Donc, du coup, on peut peut-être parler d'égalité parentale. Je peux peut-être introduire le sujet et puis on sera amené à en discuter comme ça ensemble. Je pense que effectivement, la question de l'égalité parentale est soulevée directement par, en France, un taux de résidence alternée, par exemple, de 12% sur les chiffres INSEE, qui montre que il y a une problématique en France. Hein, c'est un taux parmi les plus faibles en Europe. Et surtout, ce qui pose cette question-là aussi, l'égalité parentale, c'est la garde dite classique, choisie très massivement par les juges, c'est-à-dire un parent qui a l'enfant 75% du temps et un autre parent qui a l'enfant 25% du temps. Donc déjà, c'est une garde qui est inégalitaire. Et comme j'ai pu l'avancer déjà, on pourra en discuter avec Alexis aussitôt, c'est une garde qui enferme les femmes, les hommes et les enfants dans des stéréotypes qui sont très 19e siècle, puisque très massivement, il se trouve que le parent dit principal choisi par le juge est la mère. Donc, c'est de dire à la mère, finalement, votre rôle, c'est d'être parent. Donc, on vous laisse beaucoup moins de temps pour votre vie personnelle, affective et votre vie professionnelle, votre carrière. Et puis, c'est de dire au père, vous êtes un peu moins un parent, vous êtes plus là pour travailler, ramener un peu d'argent. Donc, vous allez payer une pension. Et puis, on va vous laisser un temps résiduel pour jouer avec votre enfant, parce que finalement, c'est pas un réel rôle de parent. Voilà. Et puis, au milieu, il y a l'enfant. Et l'enfant, eh bien, on lui dit, le principe, c'est l'égalité parentale, l'égalité des gens, des femmes et des hommes. Et puis, la réalité, on l'a fait vivre une réalité qui, elle, est inégalitaire et même, quelque part, violente et discriminatoire, et pour les femmes, et pour les hommes, et pour les enfants. Donc, voilà un peu l'approche qu'on peut avoir, nous, dans la liste Défendre les enfants, avec les différentes associations qui nous soutiennent.
Voilà, peut-être Alexis, si vous avez une réaction par rapport à ça, ou parler justement de comment vous approchez l'égalité parentale. Alors effectivement, la question est très très importante. Alors je ne parle pas à mon nom parce que j'ai un conflit d'intérêts. Je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc je travaille en libéral pour des tribunaux et j'ai des dossiers personnels sur des problématiques qui sont plus d'ordre de placement suite à l'ASE, mais aussi à des placements de tutelle ou de curatelle où le parent qui n'est en aucun cas démis de ses attributions parentales, mais se retrouve dans une situation où il doit choisir avec des injustices, je dirais, et le tuteur ou curateur doit avoir un rôle central dans des questions judiciaires de ce type-là. Donc voilà, je parlerai effectivement au nom de la ruche citoyenne et du côté de mon entité morale, voilà, et pas de mon cas physique à moi. Donc effectivement, on est dans une démarche aujourd'hui qui est, je dirais, inéquitable, mais parce que des lois sont encore faites avec le sceau du siècle dernier. On est aujourd'hui sur beaucoup de problématiques majeures et mineures, sur des démarches qui ont décollé en 68-69, dans les années 70 aussi, et qui ne répondent pas à la question aujourd'hui primordiale de la place que peut avoir l'enfant dans des familles qui ne sont qui sont monoparentales et qui ne sont plus du tout dans les mêmes schémas que nous aurions dans les années 80 et je dirais dans les générations de mes parents. Donc pour nous, il est essentiel de faire évoluer de la législation. Et ce qui est un petit peu grave dans le cas des européennes, c'est qu'effectivement, le cas de la justice est hors de ce champ européen. Donc, quelque chose qui pourrait être cadré parce que la situation est exactement la même dans les autres pays frontaliers, au Danemark, en Belgique, en Grèce. Ne soit pas en fait la réglementation n'est pas uniforme. Aujourd'hui, on peut avoir une maman qui repart en Italie et l'enfant reste avec cette interrogation de savoir mais voilà pourquoi je pars directement en Italie et je ne reste pas en France avec mon père. Il y a vraiment des situations très très problématiques au niveau européen et la question elle est encore au moins abordée parce qu'il n'existe pas de législation avec l'ensemble de nos États membres, je dirais. Donc, pour nous, c'est de repartir sur le central, c'est-à-dire d'avoir une solution par rapport à des tribunaux nationaux, et deux, avoir une législation qui se réfère à ce qui se passe sur d'autres États européens et qui peuvent s'harmoniser avec ce qui existe et la réalité. Après, je ne connais pas les chiffres parce que on parle d'INSEE effectivement, mais on a très peu de chiffres par rapport à ce qui se passe au niveau européen. Les chiffres ne sont pas en fait les données en fait collectées ne sont pas les mêmes dans chacun des États, donc on arrive, c'est un flou total par rapport à ce qui peut se passer. Ce qui est certain, c'est que la France initie des problématiques judiciaires dans le cadre de l'enfance et tâtonne, est un petit peu plus, je dirais, patriarcal dans le mauvais sens du terme. Je dis pas patriarcal pour mettre en place cette image de l'autorité du père, mais patriarcal dans quelque chose qui est beaucoup trop stéréotypé de ce qui se passait dans les années 60-70. Et tandis que les autres sont encore sur des schémas beaucoup plus judéo-chrétiens, et c'est pas pour le minimiser, mais en Espagne et en Italie, par exemple, il y a une présence très très forte de l'entité, y compris religieuse, donc une entité hors judiciaire. Et tout ça, il faudra à un moment donné trouver le concept équitable et judiciaire pour pouvoir répondre à ces questions, que ce soit en France
ou dans les autres pays voisins. Tout à fait. Alors, on a eu des points sur lesquels on peut s'approcher. D'ailleurs, justement, il y a une question, il y a une personne qui a mis un message. Voilà. Vous êtes donc avec les écologistes indépendants. Donc, je réagis tout à chaud. Non, nous ne sommes pas avec les écologistes indépendants. Les écologistes indépendants font une liste et nous, défendant les enfants, nous faisons aussi une liste. Donc, en fait, nous discutons entre listes et nous avons un échange entre personnes qui sont représentants des deux listes. Alors, c'est un échange qui, effectivement, est un échange de discussion. Qui est peut-être loin des joutes oratoires qu'on peut voir sur le plateau télé, et c'est peut-être surprenant pour ça, mais ça fait partie du dialogue, je pense, démocratique entre les différentes listes qui peuvent se présenter aux élections européennes. Et d'ailleurs, on va être en concurrence sur si on arrive tous à déposer dans les temps, comme on l'a évoqué en début, on sera en concurrence sur les électeurs. Voilà. Au-delà de ça, après, les électeurs sont en choix et en liberté de rejoindre la liste, de voter pour la liste qui leur compte. Donc ils se sentent les plus proches. Voilà. Et d'ailleurs, pour la liste défendre les enfants, nous sommes une liste qui est transpartisane et avec des gens de différents horizons politiques. Et nous avons été très clairs que si nous n'arrivions pas à déposer, la liste serait dissoute et chaque candidat aurait la liberté totale de faire son choix personnel. Voilà. Donc pour répondre à cette question. J'ai beaucoup de bonsoir, sinon. Et donc, sinon, pour revenir sur effectivement la question de le rapport à la justice dans les différents pays européens et la question de justement l'autorité, notamment parentale, et des droits de l'enfant dans ce contexte, on se rend compte qu'il y a effectivement des grandes différences des grandes disparités entre les différents États de l'Union européenne, et que justement, dans notre programme, nous proposions l'idée de rencontres déjà entre les services de ces différents États pour que les personnels puissent échanger, mais aussi de conseils spécifiques sur la justice familiale et sur l'enfance pour que les États se coordonnent sur l'amélioration de la situation des enfants dans ces différents contextes. Ce qui est une organisation donc européenne qui viendrait amener une harmonisation. Ce en parallèle de tout le travail nécessaire et urgent qui peut être fait déjà au niveau national en France. C'est vrai que le terme de l'égalité est vraiment questionné et que comme Alexis Boudou l'évoquait, il parlait des stéréotypes, quand on parle effectivement de ces stéréotypes qui imprègnent la culture judiciaire, qui imprègnent même le comportement des personnes. Quand on voit par exemple un père ou une mère, ce père et cette mère vont se comporter d'après eux librement, mais en fait, vu de l'extérieur, souvent on voit que chacun intègre les stéréotypes de son genre. Et une femme va penser que son rôle, c'est de s'occuper des enfants, et donc elle peut pas avoir les enfants moins de temps, parce que inconsciemment, ça pourrait signifier qu'elle serait, selon le stéréotype, une moins bonne mère. Alors qu'en fait, non, quand on est un bon parent, quand on est un père ou une mère, et on accepte que l'enfant voit ses deux parents à égalité. Et voilà, c'est ça, être un bon parent. Et c'est pas parce qu'on voit moins son enfant qu'on est une moins bonne mère ou un moins bon père. Voilà, c'est indépendant. Et je pense que sur les analyses qu'on peut avoir sur le fonctionnement psychologique de chacun et sur la sociologie aussi des institutions comme la justice, comme l'ASE, là, on est confronté effectivement à la perpétuation de stéréotypes et de lieux communs, malheureusement. Peut-être qu'Alexis Boudou voulait intervenir juste spécifiquement sur l'ASE. Alors sur l'ASE proprement dit, je dirais la problématique elle est assez globale. En fait, pour nous, il faut une réforme totale de ce qui se passe. Il y a vraiment, en plus des disparités départementales très importantes par rapport à ce qui se passe en France. Et au-delà de ça, je voulais rejoindre le fait que pour la compétence européenne, en fait, il existe déjà des passerelles, notamment par rapport au niveau carcéral. Donc, si il existe dans la justice des passerelles dans un sujet particulier, il peut y en avoir. Et il doit y en avoir au niveau de l'enfance. Et ça, c'est quelque chose à faire honnête parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut penser
locales, c'est-à-dire penser sur, par exemple, au niveau de l'ASE, sur des démarches départementales qui peuvent faire évoluer effectivement le contexte, mais après, c'est d'agir local, oui, et penser global. Et penser global, c'est véritablement par rapport au Parlement européen à Bruxelles et uniformiser ce droit de l'enfance par rapport à ce qui se passe à Barcelone. C'est pour moi des fois très très choquant de voir que un dossier traité en Catalogne du Sud, alors que c'est à quelques kilomètres de chez moi, elle n'est pas du tout la même chose qu'à Strasbourg, qui est mon pays et qui, sur un dossier de tribunal, me fait bondir. Donc c'est véritablement ça, c'est agir local sur des voilà sur des conseils d'administration, sur des assemblées constituantes en ASE, sur des démarches au niveau des départements et même des élections départementales pour pouvoir agir vraiment sur le terrain et penser global et faire des programmes, ce que on est en train de faire ensemble. Et là, je vous rejoins parce que c'est vraiment intéressant de voir que on peut se lier et avoir une même parole, pas la même parole, pardon, mais débattre sur un système et de dire qu'on a un respect pour telle liste citoyenne et telle autre, et qu'on peut en fait enrichir nos discours et enrichir notre pensée par rapport à ces sujets-là. Donc, et après, pour être clair, la ruche citoyenne est effectivement après une démarche globale parce qu'on pense que pour l'enfance et pour l'enfant, il faut traiter aussi de la santé. Il faut parler de l'agriculture parce que sans agriculture, il ne peut pas y avoir les cantines qui vont après faire la démarche pour le nourrir. Il faut parler effectivement aussi de tout ce qui est culturel, parce que sans culture, l'enfant ne peut pas s'épanouir. Il faut parler de technologie, parce qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui avec les écrans, et on sait comment cela peut finir quand il y a une démarche complètement sans contrôle, je dirais, par rapport à cette démarche. Et puis, plus globalement, parler de citoyenneté, parce que si on éveille l'enfant à ce qui est la politique, à la citoyenneté par rapport à déjà à des conseils municipaux de l'enfance ou autres, et y compris dans une crèche, j'ai visité des centres Montessori, etc., qui peuvent faire naître vraiment un éveil pour l'enfant. Et je dirais le dernier cadre, parce que bon, c'est vrai que nous, c'est vraiment transversal, mais par exemple, quand on parle de langue, pour nous, de faire apprendre à un enfant le breton, le basque, en plus du français, de l'espagnol ou de l'anglais, c'est quelque chose qui le met dans une position de force. Vous ne pouvez pas vous imaginer vis-à-vis de ce qui va se passer en société et comment lui pourra se comporter et comment il pourra interagir par rapport à des décisions, parce qu'on ne doit pas tout attendre non plus du cadre de l'État, du cadre de l'institution, et on peut donner les armes, les propres armes à nos enfants. Et pour nous, la langue, quand elle est traitée en local, elle est d'une richesse incroyable pour l'enfant. Alors, en Catalogne, de parler le catalan en plus du français, en Bretagne, parler le breton en plus du français et de l'anglais, et ainsi de suite, quoi. Et voilà, et donc c'est vraiment ce côté transversal qui nous porte, et on est une liste citoyenne qui nous dit, voilà, on va s'appuyer sur telle démarche, mais voilà, ça va avoir un sens. Quand on parle d'agriculture, ça va avoir un sens après derrière, quand on va parler de culture aussi, et voilà, c'est ce que je Tout à voulais fait, alors, rajouter. d'accord. Donc, il y avait un commentaire pendant ce temps auquel je vais essayer de répondre. Donc, alors, attendez. Voilà, en termes d'égalité parentale, pour quelles raisons la gauche, entre guillemets, c'est vrai que posons la question de ce qui est défini comme gauche ou droite ou centre, etc., d'une façon générale et frileuse, CF différentes PPL à ce sujet. Alors, effectivement, la liste Défendre les enfants, on a suivi plusieurs propositions de loi qui ont été faites pour davantage de résidences alternées. Et donc là, on touche effectivement à l'égalité parentale qu'on a évoquée. Et il s'est trouvé que les votes étaient parfois un peu plus tournés vers le spectre de la droite que vers le spectre de la gauche, sur certaines PPL. Et je pense qu'il y a des réticences alors sur la formulation,
il y a aussi des réticences qu'on peut retrouver chez certains partis de dire il faut que rien ne soit automatique, donc il ne faut pas imposer un mode de garde par défaut. Voilà. Donc, et des oppositions de personnes qui, en fait, par ailleurs, sont pour davantage d'égalité et davantage de respect du choix de l'enfant qui, finalement, aime ses deux parents à égalité et a le droit, de ce fait, de les voir à égalité également. Comme je l'évoquais tout à l'heure en disant que la situation inégalitaire était assez déstructurante pour l'enfant parce qu'on parle d'égalité, mais on fait se construire dans un système qui est inégalitaire. Et finalement, il y a des réticences à cause de ça, alors que finalement, dire on veut pas un système de base, on veut pas un truc par défaut parce qu'il faut faire du cas par cas, ben c'est pas ce qui se passe actuellement. Actuellement, il y a un système de base qui est imposé, qui est la résidence dite classique, le mode de résidence classique, que moi je qualifierais plutôt de inégalitaire, discriminatoire et assez violente. Rétrograde. Voilà. Rétrograde, voilà, tout à fait, on pourrait utiliser ce terme également. Et donc c'est un système par défaut. En plus, c'est un système qui reconnaît à chaque parent la capacité de s'occuper de l'enfant, puisque chaque parent est seul avec l'enfant pendant un temps non négligeable, donc en dehors de tout contrôle. Donc c'est une reconnaissance de la part des tribunaux que chaque parent est apte, à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas faire un mode de garde qui soit totalement égalitaire, qui soit respectueux de chacun et qui accorde aux femmes et aux hommes la possibilité de refaire sa vie sentimentale, de faire sa carrière et de s'occuper de son enfant vraiment de manière égalitaire. Dans ces séparations conflictuelles, quand on veut, ce qui a été le cas également, c'est que même si c'est conflictuel, j'ai quand même demandé à mettre en premier lieu la garde alternée. Je ne savais pas du tout comment ça allait être pris au tribunal, mais le jugement est sorti et a été accepté. Ça va être quelque chose de progressif parce que le lien a été rompu. Donc, il y a des papas qui se laissés dans cette situation où le lien est complètement rompu avec leurs enfants, où ils ont été très peu, et du coup, quand ils se retrouvent, c'est assez impressionnant, les comportements que les enfants peuvent avoir vis-à-vis de leurs parents ou pas. Mais sachez que si on veut, en tant que parent, on peut se battre pour qu'il y ait une égalité et une garde alternée. C'est la preuve vivante. Donc, il faut continuer d'y croire et peu importe ce que le père m'a fait pour ma fille, je devais respecter son choix de pouvoir aimer ses deux parents, même si lui ne lui a pas laissé cette opportunité-là au moment opportun. Mais je pense que c'est tout à fait possible. On peut y arriver. Certes, c'est pour l'instant minime. En effet, il y a des choses de base qui ont été mises en place et patriarcales, comme le disait Alexis. Ça reste un stéréotype très carré. On évolue dans un autre monde aujourd'hui où il faut évoluer avec son temps. Les lois doivent aussi évoluer avec les gens. Donc, je pense que quand je vois en Allemagne les résultats incroyables qu'ils ont, dès le départ, dès le début d'une séparation, ils mettent en place justement une aide éducative, une écoute, alors qu'ici, tout est fait à l'envers. C'est au moment de la séparation où on a besoin d'aide et d'écoute, et parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas parfois comment se comporter face à nos enfants. Et chez nous, ça met 2 ans, quoi, avant de, enfin, on va dire, le temps, le délai que la justice prend, 2 ans pour dire, bon, bah, monsieur, madame, vous allez peut-être discuter, trouver un arrangement pour votre enfant. Et je trouve ça triste que ça vient en dernier maillon de la chaîne, alors que tout devrait être inversé pour ma part. Merci beaucoup, Sarah. C'est de très belles paroles. Je vais être. D'ailleurs, c'était le message de. Oui, pardon. Oui, non, je suis désolé, j'ai 6 minutes de retard, je vais devoir vous laisser. D'accord. Je tiens vraiment à m'excuser. Est-ce que je peux rapidement, il y avait une personne qui a posé une question sur les écologistes, et juste avant de partir, en une minute, les écologistes ont-ils une vision de la famille spécifique? Voilà, demande. Alors oui, alors je pense que oui. Déjà en termes de démarche dans la société, et on l'a vu avec ce qui s'est passé
dans le Larzac, et puis même ces coopératives qui ont été faites partout en Europe, hein. Les écologistes ont été un petit peu à l'avant-garde d'un certain mode non conventionnel, et qui, à mon avis, on ne doit pas tout prendre, hein, de tout ce qui s'est passé dans les démarches. Mais par exemple, j'ai des amis qui vivent dans des éco-villages, dans la Drôme et autres, et ils n'ont pas du tout la même conception, et de la famille et de comment l'enfant doit subir justement le diktat de quelque chose qui le dépasse en fait. L'enfant est, à mon avis, dans le sens du mode de l'écologie, beaucoup plus central, et je dirais c'est aux parents de s'adapter. Ça va un petit peu plus loin que le cadre dont je m'occupe au niveau du travail, mais c'est véritablement, c'est pas la faute de l'enfant ce qui s'est passé, donc c'est aux parents et à nous de nous adapter à l'enfant, et pas le contraire, quoi. Donc il y a eu vraiment des expérimentations importantes qui ont été réalisées. Moi, je vous invite à lire ce qui s'est passé justement en Allemagne dans les années 80. Il y a de très très bons euh, euh, très très belle démarche qu'on peut voir assez rapidement, même si sur Google, sur l'enfance. Je sais que ça existe encore aujourd'hui, dans des éco-villages, et qui font des démarches un petit peu spécifiques. Et après, par contre, il faut vraiment se dire que il y a un rôle central pour que l'enfant soit vraiment au centre de la cellule familiale. Et mais après, bon, on n'a pas la vérité. Moi, pour proprement dit, j'ai pris aussi l'exemple de cette ruche citoyenne parce que regardez un petit peu comment se passe l'éveil dans une ruche citoyenne, de cette abeille, de la reine, et puis des nourricières, et puis de comment fonctionne en fait une ruche. Et vous comprenez aussi que au centre de notre projet, il y a vraiment une démarche novatrice pour replacer l'individu à la place au cœur du système, et pas que le système soit au cœur de l'individu, quoi. Et aujourd'hui, quand on parle d'une loi, quand on parle de ce qui se passe, dans les médias ou autres, on a l'impression qu'on subit, on l'a vu pendant le Covid, on subit une un cadre très précis. Et je pense que c'est peut-être, il faut repenser, il faut repenser peut-être un petit peu différemment. Et ça, je crois que les écologistes aident à penser d'une autre façon. Et pour l'enfance, pour moi, c'est primordial de penser autrement. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs mon parti l'écologie autrement. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange qui est trop court à mon sens. Et je file vite dans mon autre, dans mon autre démarche. En tout cas, je vous remercie infiniment, et j'ai pris un grand plaisir à vous écouter. Pareillement, merci À beaucoup bientôt. Alexis Boudou, et pardon pour les problèmes techniques. Au revoir. Non, c'est pas grave, pas grave. À bientôt. Merci, à bientôt. On va pouvoir continuer ça. Il y a d'autres questions en même temps. Donc, on a dû commencer un peu tardivement parce qu'on a eu des problèmes techniques, voilà. Et normalement, c'était Sarah qui devait avoir la main sur le live. Et puis, du coup, c'est moi qui vois les commentaires. Alors, c'est un petit peu... on est un peu bousculé, voilà, comme vous l'avez un petit peu compris. Voilà, bon. on a réussi à gérer, à avoir cet échange avec une autre liste, avec laquelle nous sommes en concurrence, bien sûr, mais la concurrence n'empêche pas de discuter. Et encore une fois, loin des joutes oratoires qu'on peut voir à la télévision, qui sont parfois un peu moins instructives, on va dire. Voilà. Pour reprendre les commentaires, du coup, je suis en même temps. Je sais pas si je peux rajouter, je suis tombée, j'ai fait une petite découverte qui existe chez moi en Gironde. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a été soutenu par la CAF de la Gironde. C'est écrit REAAP. C'est un réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Donc, ça a été un projet qui a été monté et qui a été soutenu par la CAF de la Gironde. Et je me dis, la CAF, c'est dans toute la France. Il faudrait le mettre un peu partout, en fait, le faire diffuser, parce que je pense que les parents sont complètement démunis aussi face à tous ces changements et ces séparations.
trouvais ça plutôt intéressant de commencer voilà, par de l'éthique et pour les enfants aussi, ils ont aussi leur droit de parole. À ce moment-là, je dirais en amont et pas en plein milieu d'une procédure juridique où déjà nous, en tant qu'adultes, on est perdus. Alors, j'imagine pas les enfants. Donc, il y a des dégâts assez abominables. Donc, voilà. Si quelqu'un connaît, donc, si quelqu'un veut développer ça autour de chez toi, REAAP, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Je crois que c'était une belle démarche et que ça mériterait d'en parler. Et pour rebondir sur tes propos, Sarah, je pense qu'effectivement, la justice, le tribunal fait intervenir des enfants à partir d'un certain âge dans la salle du tribunal et leur demande finalement de prendre position, sachant qu'il y a soit un conflit parental, soit dans les situations d'exclusion et d'aliénation parentale, un parent toxique qui organise une situation toxique. Dans tous les cas, l'enfant est dans une situation où le conflit de loyauté est là, sous-jacent, permanent, et le côté impressionnant de la cour, en fait, de l'accueil du lieu, du juge, le protocole, plus ce conflit de loyauté sous-jacent et la tension qui peut exister, ne me semble pas des conditions très favorables à l'expression de ce que voudrait réellement l'enfant. Moi, j'ai pu constater les paroles d'enfants, c'est que dès le début, ils ne veulent pas choisir. C'est trop, dans leur tête d'enfant, comme notre charte l'a dit aussi, l'enfant a besoin des deux parents. Et on n'a pas à l'arracher l'un à l'autre. Et quand c'est la justice qui décide et qu'après l'autre parent se cache derrière un papier de justice, ah mais non, je ne ferai rien de plus parce que c'est écrit sur le papier. C'est difficile de trouver aussi l'humain derrière tout ça. On a une question qui est arrivée depuis un petit moment, j'essaie de gérer en même temps parce que j'écoute et que je lise. Donc, comment favoriser le partage de la charge parentale? Super question, merci. Je pense que ce partage-là peut se faire justement par une déconstruction des stéréotypes. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que, par exemple, un homme ou une femme à la maison, pour s'occuper des enfants, va faire ça ou ça ou ça. Et en fait, souvent, cette charge parentale, elle découle d'une pensée qui est il faut que. Il faut que je fasse ça pour mon enfant, il faut que je change les couches, il faut que je prépare les biberons à telle heure, il faut que j'achète ça, ça, ça et ça. Faut que je change les vêtements tous les temps d'heure parce qu'ils se salissent ou je sais pas quoi. Voilà. Il faut que j'achète tel ou tel produit, il faut que j'achète telle ou telle poussette, telle marque, tel machin. On est dans un monde d'injonctions permanentes. Et d'ailleurs, le contexte consumériste n'est pas forcément là pour rendre service aux parents de ce point de vue-là. La publicité aussi amène des contraintes mentales, des obligations, des il faut que. Et je ne pense pas que ça rende service aux parents, ni aux mères, ni aux pères. Et que justement, quand on essaye, en tant que parent, d'être peut-être un petit peu un meilleur parent, et ben déjà on peut commencer par se dire, mais peut-être que c'est pas si urgent que ça, peut-être que c'est pas aussi fondamental, peut-être qu'on peut s'occuper très bien des enfants différemment, que l'enfant aussi quand il a faim, quand il a soif, je pense aux tout petits enfants, quand il a faim, qu'il a soif, qu'il a sommeil, et ben il le ressent aussi, et il l'exprime aussi, et que peut-être faut savoir juste un peu l'écouter. Et puis le nombre de fois où on va laver les vêtements, est-ce qu'il faut que tout nettoyer tout de suite, est-ce qu'il faut tout ranger tout de suite, est-ce que peut-être que déjà on peut en parler entre parents, le partager, lâcher un peu ça. Et je pense que l'exemple des pays nordiques montre que là où les parents lâchent un petit peu de ces obligations et se disent on va faire différemment, eh bien les tâches liées à l'enfant sont mieux partagées et il se trouve que l'ensemble des tâches qui sont mieux partagées en fait sont moins nombreuses que l'ensemble des tâches qui sont partagées dans les endroits où il y a plus d'inégalités. Donc oui, je t'en prie, ça arrête. J'entendais une histoire assez récente et puis je trouvais ça beau parce que je me dis que les mentalités évoluent. C'est une maman avec son mari qui attend un bébé et
la sage-femme et ainsi que l'obstétricien lui disait, monsieur, il va aussi falloir vous occuper de l'enfant quand bébé ne pleure pas et si madame l'allait, c'est vous qui pouvez aller chercher le petit et le mettre à côté de votre femme. Et j'étais là, oh, qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça, de dire ils impliquent vraiment les papas dès le début, dès la naissance, à être là pour leurs enfants. C'est très beau cette nouvelle jeunesse qui arrive. J'espère que ça continuera et voilà, les stéréotypes seront un petit peu déconstruits par cette nouvelle génération qui arrive. Oui, puis en plus, par exemple, il y a un stéréotype que j'entends, enfin, je pense que c'est un stéréotype, on pourrait en parler. Mais souvent, il y a l'idée que le père pourrait se sentir inutile. Voilà. Moi, par exemple, en tant que père, dans mon expérience personnelle, j'avoue que jamais je me suis senti inutile, en fait. Voilà. Parce que je suis un parent à part entière. Et les mères sont des parents à part entière. On est tous parents. Et finalement, pourquoi on se sentirait inutile? Voilà, c'est quelque chose qu'on entend parfois. Ça fait partie des choses qui sont véhiculées comme ça. Oui, des mamans qui excluent un petit peu le papa. C'est oh là là, l'enfant, s'il pleure, il a besoin de moi, de moi, de moi. Et du coup, le papa, un peu, il sait plus ce qu'il doit faire. Oui, la distance se fait. Et d'ailleurs, les stéréotypes, on peut les voir, il y a des situations qui sont intéressantes, qu'on arrive tous à vivre les uns les autres et qui sont révélatrices. Par exemple, vous prenez une soirée, voilà, ou un après-midi, ou un pique-nique, et il se trouve qu'il y a un jeune couple avec un tout petit enfant, et regardez à qui on propose de prendre l'enfant dans les bras, et qui ne le prend pas, et avec des personnes qui pourtant ont un discours tout à fait moderne, tout à fait ouvert, et il y a des usages qui sont un peu inconscients, en fait, mais quand on regarde, on se rend compte, tiens, on propose à certaines personnes et pas à d'autres parce que inconsciemment, il y a des personnes qui sont considérées plus comme parents naturels et d'autres moins, voilà. Bon, c'est des choses, des petites choses qui mettent un peu la puce à l'oreille, j'ai envie de dire, qui font réfléchir sur tous ces stéréotypes qui sont à déconstruire pour davantage partager les tâches et liées à l'enfant. Et d'ailleurs, une grande chose qui, je pense, à retenir pour partager les tâches liées à l'enfant, c'est déjà dans le couple, quand on est en couple et non séparé, déjà, c'est de faire les choses ensemble. Tiens, est-ce qu'on ferait ça? Plus on fait ensemble, plus c'est partagé et à égalité. Et puis quand c'est après une séparation, quand il y a une séparation, s'il y a la résidence alternée, là c'est aussi très partagé à égalité et non pas 75% du temps pour l'un et 25% du temps pour l'autre. Donc c'est aussi des manières de mieux partager les tâches liées à l'enfant. Donc il y a plein de manières. C'est là qu'on voit qu'il y a plein de manières de mieux partager la tâche, toutes les tâches qui sont liées à l'enfant et aux soins qu'on a à lui apporter et à l'aide pour qu'il grandisse. Et n'oublions pas que grandir pour les enfants, c'est difficile. Donc, ils ont besoin de cette aide. Tout ça, on peut le partager. Et ça montre que si on avançait sur toutes ces causes-là, sur la résidence alternée, sur la justice, sur l'aide à la parentalité, au lieu d'avoir des services qui font du contrôle, voire de la coercition, avoir un soutien, en fait, on toucherait à tous ces fondements de la société qui sont freinés par des organisations qui sont assez dysfonctionnelles, malheureusement. Alors, beaucoup de villes ou départements sont dirigés par des écologistes, mais on ne sent pas un réel changement dans les dogmatismes actuels sur l'ASE. Comment y remédier? C'est un petit peu une question pour notre invité du jour. Donc, je ne prendrai pas de position sur les villes qui sont dirigées par les écologistes. Personnellement, j'ai pas de stats d'ailleurs. Je sais pas si on a des stats on sait qu'il y a des différences entre les différents départements. Ces différences se ressentent dans la justice, mais aussi dans les services de l'ASE. Certains sont en roue libre, d'autres sont plus dans le professionnalisme. Certains font un beau travail, d'autres moins, même des fois dans un même service. Et d'ailleurs, quand on dit que 50%, on sait que 50% des déplacements sont abusifs, c'est-à-dire que, comme le disait Pierre Nave dans l'émission Envoyé spécial, dans 50% des cas, on pourrait trouver une solution alternative avec la famille. Ça veut dire aussi en corollaire que dans 50% des cas, les déplacements sont nécessaires et sont faits à bon escient. Donc ça montre aussi que à la fois des dysfonctionnements, mais à la fois des placements qui sont nécessaires et qui sont faits de manière tout à fait adaptée à la situation. Donc ça c'est important de le rappeler. Le problème, c'est que les placements abusifs prennent des places qui empêchent des placements qui, eux, sont nécessaires et ne sont pas réalisés. Ouais. En tout cas, on n'a pas de statistiques sur toutes ces différences entre les différentes ASE. On n'a pas de statistiques entre
ces différences et la couleur politique des différents départements. Voilà. Donc là, spécifiquement sur l'écologie, c'était plus une question pour notre invité, mais malheureusement, du fait des problèmes techniques que nous avons rencontrés, il a dû s'absenter un peu plus rapidement. Voilà. Je trouve ça assez intéressant là, le message qui est sur le côté. Oui, voilà. Canada, tu le vois aussi, Sarah? Je vois la vue du Canada où je vis, ce stéréotype paraissent complètement délirant. Moyenâgeux, la France a un temps de retard et c'est la responsabilité déjà. Ah là, voilà, oui, c'est celui-là, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Pour mettre un peu en moyenâgeux, oui. Sur le Canada, je pense que cela avait été passé aussi d'elle, c'était ce questionnement sur l'aliénation parentale, ça permettait aux professionnels de cocher quelques petites cases et de voir où se trouve un petit peu le dysfonctionnement. Et je trouve ça très intéressant. Et en effet, ça m'étonne pas que la France a 30 ans de retard par rapport au Canada. On devrait s'inspirer de certaines choses qui sont déjà mises en place. Déjà, on essaie de s'inspirer de ceux qui sont en Europe. Mais bon, si on peut rajouter des petites choses qu'il y a dans le monde, surtout les francophones, en fait. C'est ça qui est plutôt intéressant. C'est que le Canada, ils sont francophones et donc, du coup, on peut partager avec eux. Oui, la langue crée des liens entre eux et nous, et pas que la langue, l'histoire aussi. Hein. On sait que la ville de Québec est construite avec du granit breton, puisqu'ils servaient à charger les bateaux à l'époque. Donc voilà, il y a des liens très évidents et très clairs, et aussi une grande amitié, je pense. Et je pense que par rapport à ça aussi, ces stéréotypes qui apparaissent complètement délirants sont aussi intéressants par rapport à tout ce qui touche l'exclusion et l'aliénation parentale, puisqu'au Canada, elle est justement analysée et les enfants sont protégés beaucoup davantage de l'aliénation parentale parce que voilà, les juges et les institutions ont pris en main ce fléau. Ils l'attaquent. En France, malheureusement, on a des mouvements qui sont des mouvements d'invisibilisation avec des discours ultra violents envers les victimes qui prétendraient que ça n'existerait pas. Comment prétendre qu'un enfant qui est dépendant d'un parent arriverait à résister à une emprise psychologique de type sectaire, là où les adultes eux-mêmes n'y arrivent pas. On voit les couples toxiques, on voit les sectes, on voit dans une certaine mesure peut-être la société plus générale, on pourrait se poser la question, mais en tout cas, voilà, c'est assez indéfendable. Je crois que le Canada et la France peut s'inspirer du modèle des pays africains, car c'est qui prime avant tout, c'est le devoir avant le droit. Alors effectivement, il y a souvent une opposition qui est faite entre droit et devoir. Et je pense qu'on a à la fois des droits et des devoirs. Les deux sont à prendre en compte. Et c'est vrai que dans les situations que beaucoup de personnes vivent dans les associations qui sont avec nous pour la liste défendant les enfants, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations totalement ubuesques, où en fait une personne a tous les droits et aucun devoir, et l'autre personne qui est parent exclu a tous les devoirs et aucun droit. Exactement. Et ça, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Et on se retrouve comme ça avec des parents qui, par exemple, ne voient plus leurs enfants, alors qu'ils ont des décisions de justice qui leur permettent de les voir. Et en même temps, au bout d'un moment, ils se disent, moi, si je vois pas mon enfant, je vais arrêter de payer la pension alimentaire parce que quand il y a une action qui est anormale, il y a une conséquence à cette décision. Et c'est normal qu'il y ait une conséquence. Donc, ces parents-là prennent la décision, un mère ou père prennent la décision d'arrêter la pension alimentaire. Et là, d'un coup, la machine se met en branle pour saisir les comptes bancaires, pour saisir le salaire, pour que ce soit payé. Par contre, aucune machine ne s'est mise en branle pour faire en sorte que les droits de visite soient respectés. Voilà. Et là, c'est très intéressant de voir que, effectivement, déplacer des sous, c'est facile. Faire en sorte de déplacer un enfant pour que ses droits soient respectés, là, plus personne ne bouge, malheureusement. Voilà. Moi, je suis belge, donc ma famille n'est pas avec moi en France. Donc, la seule personne que je peux appeler quand il y a problème, c'est la gendarmerie, malheureusement. Et à l'époque, quand j'avais pas de jugement, j'appelais la gendarmerie, on me disait il y a un jugement. Je dis non. Monsieur, il peut faire ce qu'il veut alors. Je dis mais moi, il me menace de partir avec elle, donc j'ai peur. Et aujourd'hui, j'ai un jugement, j'appelle la gendarmerie et en fait, vous pouvez porter plainte pour non-représentation d'enfant. Puis en fait, maintenant que j'ai le droit de l'avoir, en fait, j'ai pas de droit, quoi. D'ailleurs, je répondis directement. Quand j'entends une personne qui te dit
voilà, vous avez le droit de porter pour non-présentation d'enfants. Déjà, c'est violent, c'est irrespectueux. Et les non-présentations d'enfants en France, on sait qu'elles sont punies à moins de 4%. À Ah moins oui, de il m'a 4%. dit, il me C'est l'a voilà. dit, hein, ça n'ira Et pas, je sais pas vous dire quand. voilà, il y a des parents qui font une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, 10 plaintes, 20 plaintes, 30 plaintes, et il se passe strictement rien. Voilà. Donc bon, c'est délirant, délirant, délirant. Et d'ailleurs, justement, nous, dans le programme de la liste, on a travaillé sur ce point. Et on dit, voilà, les non-présentations d'enfants, normalement, c'est une obligation. C'est pas un parent de décider de ne pas présenter ou oui l'enfant. Hein, c'est une décision qui s'applique, qui doit s'appliquer. Et il est important de l'appliquer. Alors après, s'il y a un danger pour l'enfant, le parent peut effectivement invoquer ce danger et l'exposer. Et là, c'est la justice qui jugera. Il y a des articles qui permettent effectivement de ne pas présenter l'enfant quand il y a un danger spécifique. Après, c'est aussi à la justice de réagir. Et bien évidemment, c'est pas dans 96% des cas qu'il y a un danger spécifique. Voilà, la population n'est pas du tout celle-là. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation abusive de cette possibilité, voilà, Oui. qui est une possibilité juridique. Ça sert à rien. Tout ce que ça fait, ça fait encore du temps en moins passé avec nos enfants. Et nos enfants avec son autre parent. C'est pour eux, quoi. En fait, et c'est purement de l'administration, hein, parce que moi, on me l'a dit, hein, que vous, c'est la petite qui voulait pas venir. Peu importe. Moi, vous savez, je suis là, je dis la France, elle me fait des papiers. Eh ben, c'est un papier de plus que je vous donnerai pour le juge des enfants. Mais la gendarmerie, ils nous disent, on est là pour du pénal, le civil, donc ils attendent qu'il y ait quelques morts d'hommes, je dirais, pour juger, quoi. Et là, ils sont débordés parce que les gens arrivent avec du pénal, du civil, tout le monde mélange tout et on y rajoute les enfants en mieux. Alors en plus, je pense qu'il y a une difficulté. Déjà, il y a un manque de formation des forces de l'ordre, des gendarmes et des policiers. Et d'ailleurs, on leur rend hommage pour le travail difficile qui est le leur, parce qu'à la fois ils sont chargés de l'autorité, etc., de l'ordre public, et en même temps ils sont touchés dans les situations qui sont les sujets de notre liste, défendre les enfants. Ils arrivent dans des situations où là on parle de psychologie, voilà, etc., de construction de l'enfant. Donc c'est des situations sur lesquelles ils sont pas forcément formés, et quand ils arrivent là, ils savent pas trop comment procéder finalement par rapport à ça. Et je pense qu'il serait nécessaire pour défendre les droits de l'enfant que les forces de l'ordre aient une formation spécifique en cas de non-présentation d'enfant pour pouvoir gérer ces situations-là. Et d'ailleurs en termes de moyens, puisque rapidement on parle de moyens, mais pour la police, il y a des problèmes de financement bien sûr, mais on peut même se poser la question de savoir si sur des interventions avec un enfant, il ne faudrait pas une assistance d'un psychologue ou une personne qui soit formée spécifiquement. Ça paraîtrait la moindre des choses. Dès le début. Hein. Voilà. D'ailleurs, ça rejoint un peu le comment. Dans les MDS, je ne sais pas si c'est partout en France, il y a partout de la MDS, la Maison départementale de la solidarité. Donc, du coup, sur lequel moi, je me suis appuyée directement au moment de la séparation. J'ai dit que c'était quand même que l'enfant puisse être écouté, entendu. L'enfant peut être déstabilisé dans cette période. Et du coup, la MDS est là en première ligne, en prévention. Mais dans les cas les plus graves, ça suffit pas, malheureusement. La prévention n'a pas été quelque chose de bien accompli. Il a fait de son possible, mais bon, vu un petit peu la situation, hein, vu le haut niveau où peuvent arriver certaines situations, certains professionnels, en effet, se trouvent désemparés face à ce qui se passe, ils savent plus quoi dire. Moi, on m'a dit, il faudrait peut-être que vous respectiez pour l'instant que votre fille ne veuille pas vous voir. Comment me pousser encore un petit peu plus hors de la vie de ma fille. Alors, je réagis aussi directement, Sarah, à ton propos. C'est très intéressant. J'entends souvent ça. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule à avoir fait l'objet de ce type de remarques. Il y a des mères et des pères qui l'entendent. On dit, votre enfant ne veut pas vous voir. Et c'est faux. Quand on est dans une situation d'aliénation parentale, l'enfant dit qu'il ne veut pas vous voir. Et c'est totalement différent de dire l'enfant dit qu'il ne veut pas vous voir et l'enfant ne veut pas vous voir.
Dans une situation d'aliénation parentale, l'enfant, il est sous emprise, dans une relation toxique, dont il n'a pas forcément les capacités de se protéger. Il subit une violence puisque, en fait, l'amour qui est donné, entre guillemets, par le parent aliénant est un amour conditionnel. Donc, ce n'est pas un vrai amour, c'est un pseudo-amour théâtralisé qui est totalement toxique. Et ce pseudo-amour théâtralisé totalement toxique fait l'objet d'un chantage. Si tu fais ce que je veux que tu fasses, tu auras cet amour, sinon tu ne l'auras pas. Voilà. Et du coup, l'enfant, il est bloqué dans cette situation-là, qui est ultra violente pour lui, et il se soumet pour obtenir l'amour. Et c'est très destructurant, puisqu'il apprend quelque chose qui n'est pas vrai, c'est que l'amour, il est inconditionnel. Le vrai amour, il est inconditionnel. Et donc là, on lui apprend l'amour est conditionnel, et tu es obligé de te soumettre pour y accéder. C'est extrêmement toxique pour l'enfant et pour sa construction personnelle et future. Et je crois qu'effectivement, cette phrase-là, je vois dans les permanences de mon association, de l'association dont je suis président, dans les permanences, on a des personnes qui nous rapportent ces phrases-là. C'est pas la première fois que je l'entends, malheureusement. Voilà. Quelque chose qui est assez récurrent. Et ce qu'il faut bien voir, ça rejoint ce que disait le défenseur des droits. Écouter la parole de l'enfant, ce n'est pas prendre la parole de l'enfant pour une vérité absolue. C'est faux. Et d'ailleurs, comme il a dit, il faut contextualiser la parole de l'enfant. Et surtout que l'enfant, il est, comme je dis souvent, il est en devenir, en construction. En psychologie, on parlerait aussi d'infantile, de tous les dynamismes mentaux et psychologiques qui peuvent exister. Et son rapport au réel n'est pas évident. C'est-à-dire que un enfant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, il est en train de l'apprendre. Est-ce que je mens, est-ce que je mens pas, il est en train de l'apprendre. Tous les enfants ont menti, tous les enfants ont essayé à un moment ou à un autre, et ils l'ont fait parce qu'ils essayent. Voilà, et ils voient comment ça marche. Et voilà, on a oublié, mais quand on était enfant, qui n'a pas menti? Personne n'a pas menti. Voilà, enfant. Après, adulte, on peut faire la décision de dire voilà, moi personnellement, je ne mentirai pas, je prends cette décision-là. Voilà. Mais un enfant, c'est autre chose. Il est en construction, en devenir. Et déjà dans une situation normale, au sens où il n'y a pas de relation toxique, où il peut s'épanouir, et ben son rapport au réel, il est à construire. Je vois la participation d'un des intervenants, Serge. Question, en cas de séparation de couple mixte, de quel droit un JAF peut-il de trancher directement dans l'arbre généalogique d'un enfant au point de supprimer un pan entier de la famille de l'enfant, mais pas que. Des enfants frustrés à l'avenir. Tout à fait, l'aliénation parentale, l'exclusion parentale, constitue une amputation complète de la moitié de l'arbre généalogique de l'enfant. Une branche identitaire. Pardon? Une branche identitaire. Oui, une branche, complètement, super terme, branche identitaire, oui. Effectivement, merci pour le terme, branche identitaire, ça touche aux articles de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant a le droit à tout ce qui constitue ses origines, sa culture, ses liens familiaux. Là, on parle de l'identité, on parle de l'origine, on parle de d'où je viens en tant que personne qui se construit. Et justement, l'aliénation parentale vient détruire ça avec une violence colossale, énorme. C'est avant l'aliénation parentale, il y a deux branches à l'arbre. Après l'aliénation parentale, il y a une branche d'un côté et de l'autre côté, il y a un no man's land désert. Voilà, c'est ça l'image. Et ça, c'est d'une extrême violence pour l'enfant. Alors, faut que je cherche en même temps pour essayer de voir les commentaires qui sont arrivés. J'essaye de tous les passer sans en oublier, mais je garantis pas que je n'en oublie pas. Voilà, parce qu'on parle en même temps, donc il y en a qui arrivent. Donc, je vois de nouveaux messages, mais il me dit qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc, en tout cas, si j'avais un avis à donner, je suis d'accord qu'il faut écouter plus nos enfants et que l'adulte doit arrêter de parler de l'intérêt supérieur de l'enfant et ne pas l'écouter. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire et ça rajoute le fait que, effectivement, nous, on milite pour que les tribunaux et les services comme l'ASE arrêtent de parler de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens où c'est une locution qui sert à justifier tout et n'importe quoi et l'injustifiable. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah bah votre enfant, il va vous voir 3% du temps, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et pourquoi? Et dans quel intérêt? C'est faux. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, dans la liste défendre les enfants, c'est dire, eh ben, si les juges prennent une décision, ils devraient avoir l'obligation d'expliquer en quoi et pourquoi leur décision est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et non pas juste dire,
petite phrase copier-coller, c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Non, ce n'est pas défendable. Et d'ailleurs, on pourrait dire que si cette justification-là n'est pas présente dans une décision judiciaire, alors ça pourrait être une clause de nullité de la décision. À discuter, à réfléchir. Mais pour ma part, j'avais ma fille qui disait ouvertement je ne veux pas voir ma maman, je ne l'aime plus, c'est ma mère. Et en fait, ça n'a pas eu d'impact sur la décision de justice. Parce que derrière tout ça, ils ont fait le travail des adultes. Et elle, en tant qu'enfant, sa protection, c'est bon, allez, je me ferme dans le mensonge, je rejette un parent et je me range de l'autre côté. Et du coup, oui, parfois, la parole de l'enfant n'est pas à prendre au premier degré sur ce qu'il peut dire et sur la vérité. Pas la prendre comme vérité absolue. Dans certains cas. Oui, effectivement, ça rejoint à ce que je disais sur la situation de l'enfant dans l'aliénation parentale. C'est que la situation de l'enfant est une situation difficile, parce que c'est une relation toxique. C'est une relation de manipulation, de chantage affectif, de conflit de loyauté. Donc l'enfant, il cherche des solutions pour diminuer sa tension intérieure, pour diminuer son stress, pour diminuer tout ça, des solutions. Alors, quelle solution trouver? Eh bien, choisir le parent qui l'aliène, qui l'enferme, est une solution qui diminue d'un seul coup toutes les tensions, puisque l'autre parent est exclu. Et du coup, on ne voit plus, donc il n'y a plus de moment de conflit, puisque le parent aliénant crée justement des conflits avec ce parent aliéné, exclu. Alors, ça diminue les conflits sur le coup, mais sauf que ça maintient l'enfant dans une relation totalement déséquilibrée, inappropriée, dangereuse pour lui, pour sa construction personnelle et psychologique. Donc, alors c'est là pour un coup probablement comme ça. Quand on réagit bien trop tard, c'est ça le souci. Les réactions sont tardives. Alors, la France a une posture d'une république bananière en matière de justice familiale. Alors, je ne sais pas si c'est bananière, parce qu'en France, ça pousse pas très bien, mais betteravière peut-être, pour le sucre. Mais voilà, pour un peu la blague. Mais on a des problèmes de dysfonctionnement, effectivement, dans les tribunaux, et je pense que les juges, s'il y en a qui nous écoutent, ne diront pas le contraire. Ils savent très bien le sous-financement, la lourdeur des procédures, le un quart d'heure pour prendre connaissance d'un dossier, les horaires à n'en pas finir, les retards. Voilà, on peut pas défendre l'idée que ce système dysfonctionnel est particulièrement sous-financé, serait adapté à la justice familiale et à la situation des enfants. Et je pense que beaucoup de juges et d'avocats qui connaissent ce milieu-là peuvent le reconnaître. Après, justement, dans le programme, on a abordé les points du financement, du pourcentage du budget consacré à la justice dans le financement et du nombre de juges pour 100 000 habitants en France et dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, je vous renvoie sur ces 2 points où on demande à ce qu'il y ait justement, dans le cadre d'une directive européenne, un seuil minimum de budget affecté à la justice et un nombre minimum de juges pour 100 000 habitants. Voilà. C'est des seuils qui se trouvent être ceux que l'on a choisis dans notre programme, sont des seuils qui sont en deçà de la moyenne de ces différents pays, mais par contre, du coup, du fait de la situation française, au-dessus de la moyenne française, voilà, qui est malheureusement particulièrement basse. Ouais, j'ai les chiffres là qui sont en moyenne au niveau européen pour le système judiciaire. C'est de 84,3 €. Et en France, on a 69,5 €. Et comparé à l'Allemagne aussi, où ils sont très bien placés, c'est à 131,20 €. Donc, il y a quand même un grand écart, entre pratiquement 70 et 130. Oui, c'est pas négligeable. C'est divisé par la population. Donc, en termes de budget, quand on voit le budget global, c'est particulièrement significatif. Ouais. On va apprendre de l'Allemagne. Et oui. Chaque pays, je pense, a quelque chose à apprendre à d'autres pays sur un thème en particulier. Voilà, on a tous des qualités et des défauts, je crois, un peu comme les individus peut-être. Je vois Apache Claire qui dit je suis aussi d'accord que c'est encore un monde très patriarcal et que dans ces éducateurs, j'y vois surtout des femmes qui n'écoutent pas l'enfant, ni les mères. Je suis suivi par Madame Laurent, c'est l'agent de médiation, salut Samy, aller dans les parents, chez les magistrats, etc. Elle est même parfois appelée par les magistrats eux-mêmes. Il faudrait développer ce genre de métier
qui est une structure à part de l'État et qui apporte un plus et un autre regard. Donc, je pense que la question, je vais terminer sur un autre regard, voilà, la question de l'autre regard. Moi, il m'est arrivé dans des situations justement de parents qui ne voyaient plus leurs enfants, d'intervenir auprès de l'aide sociale à l'enfance et de rencontrer les services en leur disant, eh bien, écoutez, là, cette situation-là, on ne partage pas votre analyse, voilà notre analyse, voilà sur quelle référence bibliographique on se repose pour expliquer la situation et comprendre la situation. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Et donc, la réponse du service, ça a été, nous ne partageons pas ce point de vue, voilà, nous avons d'autres points de vue, bon, pourquoi pas, très bien. Donc, quelles sont vos références? Et ce service n'a pas été en capacité de fournir ces références. Donc, il n'y a eu aucune référence bibliographique, d'ouvrage, de psychologue, de pédopsychiatre, rien du tout. Bon. Après, ce même service a utilisé le fait qu'il nous avait accueillis en nous disant, on fait une grande fleur. Moi, je pense que les services de l'ASE doivent accueillir les associations parce que c'est normal dans un système qui serait démocratique et transparent et ouvert. Voilà, on est association, on présente des justiciables, des parents. Pour l'ASE, ça doit être même intéressant de rencontrer des associations et d'échanger. Voilà. Là, le service de l'ASE s'est mis tout de suite en opposition, ça les a dérangés. Et ils ont utilisé le fait qu'on soit venu pour dire après au tribunal que l'un des parents, le parent exclu en l'occurrence, avait fait intervenir les associations pour faire pression sur le service. Bon, bah du coup, nous voyant ça, on n'est plus intervenus, hein, c'était pas la peine. Pour rappel, à l'époque, c'est des deux associations qui sont intervenues. C'était le collectif Mamie Papi Chagrin, qui représente les grands-parents, et droit du parent et de l'enfant que vous connaissez. Et donc voilà, donc on a été obligé de se retirer, puis cette réaction du service finalement était assez toxique. Et finalement, le parent exclu, à force d'insistance, a obtenu de ce service un lien qu'ils lui ont envoyé vers une vidéo YouTube. Et donc c'est ça leur référence. Et en fait, le discours de cette vidéo, c'était un discours d'invisibilisation de l'aliénation parentale, qui disait que l'aliénation parentale n'existait pas. Donc c'est un discours que l'on connaît malheureusement, qui est un discours d'invisibilisation ultra violent pour toutes les personnes qui en sont victimes, des mères et des pères, et pour les enfants qui sont enfermés dans ce type de situation-là. Et c'est là qu'on voit les conséquences de ces mouvements d'invisibilisation, qui sont des mouvements qui en fait entraînent une violence sur les enfants. La France est en retard aussi grandement par rapport aux pays africains. Alors ça, je connais beaucoup moins bien la situation dans les pays africains. Je ne pourrais pas me prononcer. Je sais pas si Sarah, tu veux avoir une réaction sur les pays africains. Je connais assez peu, j'avoue. Je ne connais pas non plus. Voilà, bon, bienvenue au club. Pardon pour cette méconnaissance. J'ai pas eu le loisir de me rendre en Afrique et d'essayer de découvrir comment ça se passait sur place. Voilà. Mais quelque chose que j'essaierai de corriger avec grand plaisir. Merci. Très bien, merci beaucoup. Waouh. Vous savez, je pense que dans notre mouvement, qui est le mouvement pour défendre les enfants, je pense que l'émotion est importante. L'émotion est importante. Et dans notre équipe, il est important aussi qu'il y ait l'écoute, de l'attention, les uns portés aux autres. Que des fois, il peut y avoir des comportements qui sont irrespectueux, qui posent problème, il y a des tensions, il y a des personnes qui sont pas contentes, il y a des personnes qui partent de ce qui arrive. Posons-nous un peu et voilà, on peut parler des choses. On a des décisions qui sont prises, on a des échanges, on peut parler des choses et c'est important. Et je pense que beaucoup de personnes vivent dans ces mouvements, dans différentes associations qui participent à la liste défendre les enfants. Et beaucoup de personnes vivent des choses qui sont particulièrement violentes, avec des enfants qui sont dans des situations particulièrement difficiles. Et je pense qu'il est important entre nous tous d'avoir cette écoute, d'avoir une écoute. Voilà, vraiment. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer les associations qui sont participantes à la liste défendre les enfants. Donc, Père, Enfant, Mère, Parents Dynamiques, Papa, Maman Séparés 49, Nous voulons voir nos petits-enfants, Mamie, Papi Chagrin, que j'ai cité déjà, J'aime mes deux parents, GES, Groupe d'études sur le sexisme, Égalité parentale, l'APEP, Association des parents et d'enfants placés, la Tour de Pise, 24 heures du Mans pour l'égalité parentale, qui est l'association qui a publié d'ailleurs, qui fait des événements assez régulièrement, et Droit du parent et de l'enfant, qui est l'association dont je suis président. Tu as oublié la CALPA. Pardon? Tu as oublié la CALPA. Ah, CALPA. Alors, la CALPA n'est pas intégrée au mouvement de la liste défendre les enfants. On les connaît, on les apprécie. D'accord. Ils font un travail très important. Voilà, d'accord, pas de souci.
Et c'est une association, la CALPA, donc qui est en dehors du militantisme qui est le nôtre. Pour autant, c'est une association qui a été à l'origine d'échanges avec de nombreux professionnels, des pédopsychiatres, des psychiatres, et qui est source d'inspiration pour nous, pour comprendre les situations, et qui a conduit à la production d'ouvrages de référence qui sont particulièrement intéressants, notamment sur tout ce qui touche à l'exclusion et à l'aliénation parentale. Voilà. Mais effectivement, la CALPA, là, je suis des associations qui nous ont dit, oui, soit on est dans le mouvement avec vous, on est sur la liste, soit on vous soutient. Voilà. Et on soutient votre action. Voilà. Pour les NRE, c'est une catastrophe. Oui, complètement, oui, les catastrophes, le délit de NRE est non condamné. En revanche, le non-paiement des pensions alimentaires mène à une poursuite en moins de 2 mois. Oui, complètement, oui. Ça, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Ça confirme, moi, ce que je disais. Malheureusement, c'est une situation qui rajoute une violence à des parents qui déjà ne voient pas leur enfant, mais en plus, on va les enfoncer financièrement, quoi. Et ça attrape, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il peut pas y avoir normalement, dans un système qui serait pas dysfonctionnel, une personne qui n'a que des droits et pas de devoirs, ou une personne qui n'a que des devoirs et pas de droits. Et que des devoirs et pas de droits, bah, c'est typiquement la situation d'une personne qui est privée de son enfant alors qu'il y a un droit, et qui en plus se voit retirer de l'argent sur son compte ou sur son salaire, éventuellement quand c'est sur son compte en plus avec des frais que les banques ne disent jamais de prélever. Ouais. Alors que parfois le parent a vraiment envie d'être investi et d'être parent et on lui retire ses droits avec des fausses accusations, c'est alarmant. Oui, en plus c'est ça la violence aussi, c'est que cette situation délégitimise le parent qui est exclu. Et du coup, ça le fait tomber en dépression, bien sûr, ça le touche émotionnellement, mais ça le délégitimise. Et du coup, ça vient concourir à l'impression que les institutions peuvent avoir que ce parent-là, il serait pas fiable ou pas légitime ou pas. Ah oui, en fait, vous l'avez créé pas légitime, vous l'avez fait pas légitime, vous l'avez fait moins important. Donc, comment voulez-vous que ce parent-là, qui justement se bat, qui use son énergie, une partie de sa vie, de son argent, son investissement, soit légitime puisque vous lui refusez sa légitimité. Voilà. Donc ça, c'est problématique et je pense que je suis pas sûr que tous les juges puissent en avoir conscience vraiment. Et c'est un point qui serait vraiment à analyser. Alors, hors des cas de violence avérée, je propose, on a pris un peu de temps, on va pas forcément faire ça va dépendre du nombre de commentaires, parce qu'on a fait 3 heures de live, c'était passionnant, mais on va voir, on va essayer de répondre à tous les commentaires et pas terminer aussi tard que la dernière fois. Par des cas de violence avérée, une NRE est une violence psychologique sur l'enfant, sur le parent exclu. Un procureur qui n'agit pas suite à une plainte pour NRE sera complice de maltraitance et sort du cadre de sa déontologie, ce qui devrait avoir des conséquences immédiates. Alors complètement, je pense qu'effectivement, la NRE, en fait, c'est un moment où l'enfant peut avoir un espoir de voir son autre parent, le parent exclu, parce que même si l'enfant se soumet à l'emprise et à la contrainte, il aime toujours son autre parent, du moins au départ. Petit à petit, l'aliénation peut vraiment faire des ravages, mais ce moment où il y a un contact qui est prévu, c'est une chance pour l'enfant. Et quand l'enfant voit que la société ne vient pas appuyer cette chance et au contraire le maintient dans cette situation-là, et ben l'enfant comprend qu'en fait le monde participe à la violence qui lui est faite et que donc c'est la seule solution qu'il a, c'est de continuer à se rapprocher au maximum du parent qui l'enferme pour diminuer la tension, encore une fois. Donc c'est très contre-productif, c'est très contre-productif. Au contraire, on devrait dire expliquer, dire voilà, monsieur ou madame, votre enfant doit aller avec madame ou monsieur, avec votre parent, ou madame et madame, enfin peu importe, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel. Donc, nous vous demandons d'user de votre autorité pour que l'enfant y aille. S'il n'y va pas, ça constitue un délit. Un délit est passible d'une garde à vue, et donc on peut vous menacer de garde à vue, voire vous mettre en garde à vue si vous ne faites pas, si vous n'appliquez pas la décision. Voilà. Et là, d'un seul coup, l'enfant il perçoit que l'autorité qui intervient pour faire appliquer cette chance, pour ce droit. Et là, on rentre dans le droit. Voilà. Et c'est là aussi qu'il faut une formation pour les policiers, peut-être un psychologue qui puisse intervenir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour que effectivement on puisse, déjà, il faut que les gens soient informés de la situation des dossiers. Si le parent invoque un danger pour l'enfant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dans notre programme défendu l'idée aussi
d'une numérisation de la justice. Il y a des ministères qui sont déjà très numérisés. Actuellement, c'est la période de déclaration d'impôts, que je sache. Tout le monde le fait sur Internet quasiment. Pourquoi pour la justice, il n'y a pas une application à laquelle les policiers pourraient accéder en disant voilà, telle décision a été prise sur pour cet enfant et quelle est la situation un petit peu, voilà. Souvent, les forces de l'ordre sont contraintes de lire les pièces que les parents leur donnent, éventuellement en choisissant les pièces qui leur montrent pour orienter la conclusion. Donc, c'est normal que les forces de l'ordre puissent avoir accès de manière numérique et simple et facile à ces éléments. Et après, on pourra toucher aussi à la rédaction même des décisions, comme on le propose dans notre programme, pour que le distinguo entre les faits et les déclarations d'une des parties ou de l'autre soit bien fait. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. La session directe donne de bons résultats en matière de NRE. Ah oui, c'est déjà beaucoup plus efficace. Alors, je vois un lien. Alors, vos droits. Alors, je sais pas sur quel droit ça renvoie. Enfin, je sais pas si je peux copier le texte. Je découvre en même temps la technique. Non, je peux pas. Il faudra chercher sur vos droits. Alors, j'ai partagé sans savoir, mais parce que je vois que c'est servicepublic.fr, donc c'est un site officiel, donc qui parle justement des droits des personnes et qui est souvent intéressant pour justement avoir des explications sur les droits et les démarches possibles. Une personne qui me demande c'est quoi une NRE. Alors oui, moi aussi je n'aime pas les abrèves. C'est une non-représentation d'enfant, voilà. Et effectivement, à force de dire non-représentation d'enfant, on dit NRE, voilà. Mais quand on arrive dans un milieu juridique, parfois comme ça, avec juste des lettres, on comprend rien du tout. Ouais, exactement, oui. Et moi, justement, quelqu'un avait répondu non-représentation d'enfant, et une deuxième personne avait répondu non-représentation d'enfant, et une troisième avait répondu non-représentation d'enfant. Merci à toutes ces personnes. Comme quoi, j'avais du retard dans les messages. Et la personne avait répondu d'accord en plus. Voilà, donc on est en décalage de, je sais pas, 20 minutes. C'est peut-être le signe que je parle trop, je pense. J'allais dire on parle trop, mais c'est moi qui parle. En fait. Donc, pardon, Sarah, tu n'hésites pas. Les gens qui nous écoutent. Voilà, exactement. Et ben, après, Sarah, tu me fais signe, hein, si tu veux parler, on partage. Non, voilà, en même temps que toi. D'accord, merci. On partage ce temps d'antenne et ce moment avec vous qui nous suivez. Oui. Alors, les JAF n'ont aucune spécialisation et pourtant tranchent la vie des enfants en moins de 15 minutes après des mois d'attente. Oui, complètement. Et là, on touche à un autre problème, c'est que les juges sont des gens qui ont fait des études de droit. Et très bien, moi personnellement, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais les personnes, c'est leur tasse de thé, et très bien, ça leur parle, ils sont impliqués dans cette matière singulière, historique aussi. Et ils ont fait des études qui sont difficiles, qui sont complexes, dans lesquelles il faut bachoter beaucoup, pouvoir ressortir des textes, pouvoir. Bon, c'est des gens qui savent bosser, ils peuvent bosser et fournir une quantité importante de travail. Pour autant, ils arrivent devant un tribunal et là, ils ont une situation avec un enfant au milieu, avec des questions qui sont d'ordre psychologique, qui touchent à la pédopsychiatrie. Et ben là-dessus, ils sont pas du tout formés. Ils ont fait des études de droit, ils sont pas du tout formés sur ces questions. Et donc justement, dans la liste Défendre les enfants, nous défendons l'idée que les juges qui travaillent pour la justice familiale puissent être des personnes qui ont fait des études de droit avec à la fin, pendant la formation à l'ENM, une spécification en psychologie, ou des personnes qui ont fait des études de psychologie et qui viendraient faire à l'ENM une spécialisation en matière de droit. Voilà. Et du coup, que ces deux mondes se rencontrent, tout simplement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse sur l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Je précise, parce que c'est vrai qu'on parle de NRE, mais ENM, c'est École nationale de la magistrature. Et donc, l'ENM, pareil, de la même manière, devrait être, je pense, une école beaucoup plus ouverte sur le monde universitaire, ouverte sur l'extérieur, et que les contrôles, les programmes qui sont faits soient, je pense, beaucoup plus au goût du jour des connaissances actuelles. Et ça nous fait un lien justement les connaissances actuelles avec les échanges qu'il y a eu sur le Canada tout à l'heure, pour dire que, effectivement, d'autres pays sont beaucoup plus en avance et que la France a un retard qui est malheureusement phénoménal, qui pourrait être récupéré rapidement. Et ce retard phénoménal, ça veut dire un nombre d'enfances phénoménales qui ont été, en fait, un peu saignées, un peu détruites, un peu cassées. Voilà.
Donc, et ça, c'est pas normal parce que c'est l'institution qui casse. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait reprendre des propos de certains politiques en disant quand tu casses, tu répares. Oui, un enfant, on le répare pas. Ouais, un enfant, une fois qu'il a été cassé, c'est pendant sa vie qu'il va continuer à vivre ça. Voilà, ça c'est une réalité. On n'est pas dans le slogan là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'intime, de la construction personnelle de l'enfant. Et là, il faut aussi des moyens parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui aient le temps. Il faut que les juges aient le temps de lire les dossiers. Il faut que la rédaction des dossiers soit différente, soit plus simple, plus claire, les procédures soient moins lourdes. On parlait de la numérisation. Donc voilà, il y a des choses à faire vraiment. Il y a des choses à faire. Là, franchement, pour avoir la paix, du coup, ils se rangent du côté du parent toxique complètement, oui, complètement. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle, je pense, avec les couples toxiques. Quand vous avez un ou une amie qui est dans un couple toxique, souvent les gens disent mais quitte-la, quitte-le, elle te fait du mal, il te fait du mal, tu vois pas, c'est évident. Et en fait, ces paroles-là sont très inefficaces. Parce que en fait, les personnes en question, elles sont souvent dans une sorte de confusion déjà, elles sont sous emprise, elles ont des sentiments pour l'autre personne, et donc la réaction souvent c'est une réaction de défense de l'autre. Voilà. Mais non, mais il m'aime, elle m'aime, et puis même moi j'ai pas tout fait bien, et puis donc là on rentre dans la culpabilisation qui a été intégrée, etc. La fausse culpabilisation puisque tout vient de la personne toxique. Et souvent c'est plus efficace d'arriver à dire à l'autre, je dis, ben, quand on aime quelqu'un, on fait quoi pour toi? Je dis, ben, on lui fait des bisous, on fait des câlins, on fait, d'accord. Et si on aime quelqu'un, est-ce qu'on le tape? Ah bah non, si on aime quelqu'un, on le tape pas, ouais, d'accord. Et donc la personne à qui tu es, elle fait quoi? Voilà. Et là, on dit pas, on n'accuse pas, on amène la personne sur le chemin de la compréhension. Ben, la personne qui te tape, et ben, puisque cet acte-là n'est pas l'acte d'une personne qui aime, et ben, ça veut dire que cette personne-là ne t'aime pas. Et ça, on le dit pas. C'est à la personne de le comprendre. Et c'est à elle de faire le cheminement. Et là, on aide la personne qui est victime à prendre conscience. Et la prise de conscience, c'est la sortie de l'emprise. Et c'est là que c'est compliqué avec l'enfant parce que l'enfant, il a besoin de cette prise de conscience pour sortir de l'emprise. Mais en même temps, il est en construction. Et en même temps, il comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ces situations complexes qui touchent à la psychologie. Donc, l'aide, elle est compliquée. Et d'autant plus compliquée quand le lien avec l'enfant s'est trouvé rompu par la force de la violence de l'aliénation parentale. C'est horrible, avec moi, j'ai toujours pas passé au Jacques et j'ai peur. Alors, c'est des gens qui se connaissent dans les échanges et merci à eux pour leurs intentions respectives. Je pense qu'effectivement, les juges ne se rendent pas compte aussi de ce que représente passer dans un tribunal. C'est un stress énorme. Il y a des enjeux tellement grands par rapport aux êtres les plus chers, les plus sensibles, pour lesquels on vit. Un bon parent vit pour ses enfants, vraiment. Il faut penser à soi aussi, parce qu'il faut vivre sur la durée et aider sur la durée. Mais on pense à nos enfants et on vit à nos enfants. On vit quelque part aussi pour nos enfants. Et une audience, c'est un enjeu tel que c'est une souffrance et beaucoup de parents arrivent à l'audience, ils n'ont pas beaucoup dormi la nuit avant. Quoi. Voilà. Et parfois, quand il y a un courrier qui arrive du tribunal, les nuits qui suivent sont pas faciles non plus et après les audiences non plus et voilà. Et on sait tout ça. Et vous n'êtes pas seul et faut pas hésiter à en parler, à venir en parler parce que vous n'êtes pas seul et on est ensemble. Voilà. Ma fille a fait aujourd'hui une opposition aux parents toxiques, sa mère, d'accord, la mère. Très bien, très bien. Si l'enfant peut arriver à un certain âge à faire cette opposition-là aux parents toxiques, que ce soit la mère ou que ce soit le père, peu importe, il faut se sortir de l'emprise. Voilà. Et c'est un premier pas, c'est un courage énorme pour un enfant de s'opposer comme ça. Voilà. Bravo à elle. Bravo à elle. S'opposer aux parents toxiques. Quels qu'ils soient, ils sont toxiques. Donc, peu importe leur genre, leurs habitudes, leur comportement, un parent toxique est un parent toxique. Comme une personne toxique, par ailleurs, dans un couple ou autre. Alors, sans compter les dynamiques familiales où l'enfant peut subir des pressions plus générales, où ici, on est dans un schéma totalement sectaire. Oui, complètement. Alors, quand on parle d'aliénation parentale, on parle d'emprise sur l'enfant, et c'est un parent qui exerce une emprise sur un enfant. Mais il y a aussi des situations où, en fait, ce parent-là
et aussi dans un groupe qui peut être un groupe sectaire, voilà, ou une secte. Et là, la Méivulde un peu éventuellement amener des repères, mais c'est beaucoup plus c'est des situations qui amènent aussi de l'aliénation parentale d'une certaine manière et avec une emprise sur le parent lui-même. Voilà. Et là aussi, c'est très difficile d'avoir des décisions qui viennent un peu protéger l'enfant et pour éviter un peu le bourrage de crâne qu'on peut avoir dans l'aliénation parentale, mais aussi dans le mouvement secteur, malheureusement. Là, il faut que je clique sur nouveaux commentaires pour voir les nouveaux qui... alors, j'espère ne pas en avoir manqué, mais je crains que oui. Ah d'accord, ma fille était... d'accord, j'en prends, je change de message et j'en prends dans l'ordre pour ne pas en rater. Je reviendrai sur le message que j'ai affiché par erreur. Pardon pour ça. La personne qui a écrit ce message, ton message va revenir. Voilà. Sans compter la dynamique familiale où l'enfant peut subir des pressions plus générales, où ici, on est dans un schéma totalement... Oui, d'abord, ça c'est celui que je viens de mettre, d'accord. Je l'ai retrouvé. Merci à toutes et à tous. Et on lâche rien, on est en train d'avancer sur les dossiers. Il nous manque encore des dossiers pour les candidates et des candidats. On n'est pas loin du but. Contactez-nous, envoyez-nous. On va essayer d'être, on essaye. On est très réactif sur les dossiers pour envoyer des mails d'informations sur l'état des dossiers de chacun. Donc vous voyez le mail que je vous envoie, c'est pour les candidates et les candidats, c'est toujours le même. Certains me disent mais j'ai déjà envoyé cette pièce-là. Oui, mais il y a des pièces que tu as envoyées en numérique, il faut en original, c'est le cas du CERFA. Donc là, il faut vraiment l'envoyer par la poste. Ah, mais j'ai déjà envoyé en original. Oui, mais il faut saisir la mention manuscrite en bas. La mention manuscrite, vraiment, si elle n'y est pas, ben, il n'est pas bon, le CERFA, voilà. Il faut pas oublier après les copies, ça peut être numérique, la copie de la carte d'identité ou du passeport, le casier judiciaire, l'attestation d'inscription sur la liste électorale. J'ai mon petit panneau à côté, parce que quand je contrôle les dossiers, je vérifie, donc voilà, je vous le lis en direct, voilà. Et puis, naturellement, la charte de la liste qui nous unit, nous, les différentes associations qui participent à ce mouvement, qui nous unit sur des principes de base qui sont des principes finalement assez évidents de respect et de bienveillance. Et du coup, j'en profite pour reciter les associations qui sont dans le mouvement ou qui nous soutiennent directement ou indirectement. Donc, père, enfant, mère, parents dynamiques, papa, maman séparés 49, nous voulons voir nos petits-enfants, mamie, papy, chagrin, c'est les grands-parents, j'aime mes deux parents, le groupe d'études sur le sexisme, l'égalité parentale, l'APEP, 24 heures du Mans pour l'égalité parentale, voilà, et mon association. Mon association, c'est pas mon association, mais c'est l'association dont je suis président. Voilà. Droit du parent et de l'enfant. Et je vais essayer d'avancer un par bien parce que je vois plein de commentaires qui arrivent. Demain, un nouveau live avec Jean Bourgeon qui était passé dans son enfance avec un livre. Donc, je pense qu'il y aura aussi des publications sur ces lives. Donc n'hésitez pas à suivre toujours sur le groupe Défendre les enfants et sur le site défendrelesenfants.eu comme Union européenne puisqu'on présente une liste pour les élections européennes.eu. Waouh, c'est une aventure, hein, on m'aurait dit il y a 10 ans tu vas te présenter aux élections européennes. Et non, et on est là et on se bat tous ensemble et c'est vraiment super. Christine, bon, c'est effectivement ce dont je suis victime depuis 3 ans, ma fille totalement manipulée, allant jusqu'à inventer des violences pour prétexter ne plus vouloir me voir. Oui. Alors, effectivement, dans l'aliénation parentale, il y a un mécanisme de mensonges qui se met en place et de fausses accusations et des fausses accusations de toutes sortes. Voilà, des fois les plus futiles jusqu'aux plus graves. Et ça marche assez bien, les accusations en justice. Il y a un taux d'accusation, de fausses accusations en justice qui est assez élevé selon les études. Alors, selon les cas, selon que ce soit par exemple des enquêtes pénales où il y a des meurtres, par exemple, jusque des situations d'affaires familiales ou autres, les études passent de 2% de fausses déclarations à plus de 40%. Voilà. Donc voilà. Donc les mouvements, et je sais que les mouvements d'invisibilisation utilisent toujours le chiffre de 2%, mais en fait c'est les affaires criminelles qui sont à 2% de fausses déclarations et pas la justice familiale. Voilà. Donc c'est important d'inciter les études et de la mettre en contexte. Voilà. Et c'est pas surprenant que les fausses déclarations. Maintenant, c'est triste que ça marche finalement aussi bien contre l'intérêt de l'enfant. Pour info et comparaison, au Canada, une séparation, c'est 1-3 jours d'audience, vs 15 minutes en France. Tout à fait, ouais. Tous les échanges sont enregistrés en audio pour protéger les justiciables. On peut faire appel seul et le greffe et les barreaux ont pour mission d'aider les gens qui se présentent seuls. Ah, c'est fantastique.
C'est waouh, intéressant carrément. Ouais. Et effectivement, nous on travaille dans le programme, on a proposé que les audiences soient enregistrées. Il y a aussi que si une des parties considère que voit qu'un élément n'a pas été repris, par exemple dans les minutes ou dans le jugement, ben, la personne peut demander l'enregistrement et dire ben, regardez, ça a été dit, je demande que ce soit rajouté dans les notes. Donc là, du coup, ça donne une importance à la parole durant les audiences. Et c'est important. Et c'est une importance, et ça apporte un fait de preuve, voilà, qui est particulièrement important quand on est face à des parents dans l'aliénation parentale qui sont toxiques. Et encore une fois, il y a une grande différence entre les situations avec un parent toxique qui fait une aliénation parentale et un conflit parental où là, bah, en fait, une médiation peut très bien marcher pour dire aux deux parents, bah, discutez entre vous. Là, ça a un sens quand il y a un conflit parental. Quand il y a un parent toxique, la médiation, ça va être une perte de temps. Je pense aussi que l'écoute et le décryptage d'une parole d'enfant, c'est une question de coût, une question de formation. Alors, je pense qu'on peut comprendre une question de coût en termes de financier. Alors, je pense qu'il y a les deux. Une question de coût. On va revenir aux expertises. Les expertises psychologiques sont assez mal payées en France parce que il se trouve que si vous faites une expertise sur un enfant, ben, il faut avoir un protocole. Hein, tout spécialiste va avoir un protocole. Et donc, de ce protocole, les personnes vont recevoir un parent avec l'enfant seul, le parent seul, l'enfant avec l'autre parent seul. Voilà. Donc, alors, déjà, il y a au moins 5 rendez-vous. C'est des rendez-vous, on peut pas passer ces rendez-vous-là et puis se dire bon bah on met 30 minutes et puis dans 30 minutes c'est terminé. Et la parole se libère, donc faut prendre le temps. Après il y a le temps d'analyse et puis après le temps d'analyse, le temps d'écriture, d'expertise. Quand on voit combien c'est payé et le temps qu'il faut passer, c'est mal payé, je pense. Et après, il faut une formation spécifique sur les experts, effectivement, qui soient formés sur les violences sexuelles faites aux enfants, sur les violences physiques faites aux enfants et sur les violences mentales faites aux enfants. Et qu'ils aient une formation spécifique sur les différentes situations et sur comment les enfants peuvent réagir, comment les enfants peuvent exprimer les choses verbalement et non verbalement. Voilà. Je vais faire une petite pause, je vais mettre un peu de lumière parce que je vois que je suis de plus en plus dans le noir. Je vais allumer J'en profite pour répondre j'ai un petit peu vu les messages qu'il y avait sur le côté, avec Serge qui dit, Madame S, peut-elle nous rappeler le terme, la branche identitaire en cas de couple limite en séparation? Donc, moi, la branche identitaire, pour ma part, ça a d'abord été, forcément, c'était moi le problème, donc on commence par la mère ou le père, peu importe, une sorte de branche où l'enfant a besoin des deux pour grandir, et de chaque côté, il y a toute une famille qui s'y relie, et pour pour cette branche-là, en tout cas, de mon côté, il y a d'abord eu les amis les plus proches qui ont été coupés de mon enfant, les plus non responsables de la séparation. Après les amis proches, ben, on attaque les cousins, cousines, tantes. En dernier lieu, pour ma part, en dernier lieu, c'était la grand-mère, mais il a quand même réussi. Et l'enfant, du coup, est privé de tout ce côté qu'elle a connu, dans lequel elle a trouvé ses repères, dans lequel elle s'identifiait en tant que petite fille, bah, j'étais ma Cathy, j'étais mon tonton. Et du jour au lendemain, bah, on prend l'enfant, on lui retourne la tête, c'est la faute de tout le monde. Et, ces gens-là, tout compte fait, ils vont jamais faire attention à toi, qu'est-ce qu'on a à faire de toute manière. Et clic, et c'est facile de prendre un bon coup de sécateur, quand on là comme un ici, et on coupe dans l'arbre. Donc, clairement, où l'enfant perd beaucoup de repères à ce moment-là. Et dans les couples unis, oui, du coup, en cas de séparation, l'un des deux parents peut s'occuper totalement une des deux. C'est désolant, mais c'est ce qu'on peut. C'est pour les familles et pour les enfants aussi, parce qu'ils perdent des repères, des personnes qu'ils appréciaient et qu'ils aimaient. Et soudainement, c'était devenu d'un côté tout bon et de l'autre côté tout méchant. Oui, c'est en noir et en blanc. C'est en noir et blanc. Voilà, exactement.
le yin et le yang, il y a encore des saisons. C'est un peu plus noir que le yin et le yang, je pense. Mais, oui. ouais. Donc, voilà, mais je rebondis sur une de tes phrases, Sarah. Tu as dit on fait ce qu'on peut. Et je pense que c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans le mouvement aussi de défendre les enfants. C'est important de se dire oui, vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Et vous le faites bien. Ce que je veux dire, c'est que vous avez fait des erreurs et vous allez faire des erreurs et il faut pas s'en vouloir. On fait tous des erreurs. Et bien sûr, ces erreurs-là, dans les situations complexes qui sont les nôtres à tous, elles ont des conséquences pour l'enfant et des conséquences qui sont pas forcément les meilleures. On est d'accord. Mais on peut pas s'en vouloir de faire une erreur quand on pouvait pas prévoir que c'était une erreur ou comprendre que c'était une erreur avant de la faire. Donc, ben, elle est faite. Bon, ça sert à rien de s'en vouloir. Il faut être actif. Là, je parlais justement avec des candidats et des candidates et il faut concentrer son énergie sur des choses qui marchent. Concentrer son énergie sur des choses qui ont un impact, qui ont un résultat. Et je pense que ressasser une erreur qu'on a faite ne nous rend pas service. Alors, c'est pas facile, hein, c'est un travail aussi à faire, mais ne vous en voulez pas des erreurs que vous avez faites. Soyez fiers de ce que vous avez pu amener comme correction. Soyez fiers de la prise de conscience qui a été la vôtre après ces erreurs. Et soyez fiers de comment vous êtes devenus parents grâce à ce parcours et toute l'énergie que ça vous donne aujourd'hui pour vous battre pour votre enfant. Voilà, pour votre ou vos enfants, si vous avez plusieurs. Voilà. Et on fait au mieux, on fait tous au mieux. Voilà. Moi, je fais pas mieux que les autres, je fais pas moins bien, je fais aussi comme je peux. Et chacun, on est humain, voilà, on est humain. Des machines, et on a un cœur, des émotions, qui parfois nous emportent. Complètement. D'être dans l'émotion. Moi, je me suis retrouvée face à la porte du juge, remplie d'émotions, et j'ai dit, mais non, j'en arriverai pas. Et j'ai dit, je préfère que ma fille reste habitée pour l'instant dans le logement familial et tout ça. Et en fait, ça a été mon erreur, juste d'avoir dit cette phrase, car ça s'est transformé après, parce qu'on attend longuement le retour, hein, la justice avant de prendre son verdict, ça prend un peu son temps. Et ça a été, les gens disaient, ah c'est le père qui est à la garde alors. Non, ma fille qui habite dans le logement, parce qu'il n'est pas encore vendu et que là, elle a ses repères. Moi, je suis à côté, mais elle n'a pas encore de repères chez moi, donc on va y aller doucement. Non, la phrase finale a été le père à la garde. Et autant dire que ça détruit. Ça détruit très bien. Donc, c'est un peu ça. C'est encore, c'est une phrase, encore des termes, je trouve, qui devraient être changés. Bon, là, je pense un peu plus de changement de termes, hein, donc pourquoi pas. Et ben justement, Sarah, j'ai intervenir pour parler des termes. Et effectivement, les termes, c'est un coup près qui tombe. C'est un coup près qui tombe. Et les termes sont violents, c'est que un parent est condamné. C'est une condamnation. Et là, je pense que je l'avais déjà cité dans d'autres lives, mais de la même manière qu'on a changé le terme de inculpé, pour maintenant on dit mis en examen, ce qui correspond réellement à la situation. Une personne est mise en examen, mais elle est toujours présumée innocente. Donc on n'utilise plus le terme de inculpé dans lequel il est coupable. Et ce qui est très bien, c'est une évolution que je pense positive, qui a un sens, parce que ça évite des confusions aussi. Et ben de la même manière, on ne devrait pas condamner des parents. Le tribunal devrait dire que sa décision fait obligation aux parents de respecter cette organisation. Voilà, on fait obligation. On fait obligation de respecter un temps de l'enfant avec l'autre parent. On fait obligation de. C'est pas une condamnation. Voilà, parce que une condamnation, c'est un terme qui est très lourd. Et je pense qu'il y a des personnes qui vivent des situations où ils voient peu ou pas leurs enfants et qui n'ont pas le meilleur des morales. Et je pense que être prudent face à ces parents qui sont en difficulté, c'est la moindre des respects que l'institution pourrait avoir, je pense. Ah bah, c'est un message pour nous deux. Merci. Merci à vous d'être là et de nous suivre aussi. Sans eux, on ne serait pas là. Eh oui, complètement.
Merci pour cette aventure parce qu'en fait, on dit oui, ben, c'est telle association, et telle association, c'est telle personne, c'est machin. Oui, enfin, si on n'était pas tous ensemble, il y aurait rien du tout, quoi. Voilà. Donc, juste, waouh. C'est pas toujours facile, il y a du boulot, mais il y a du beau cœur aussi et de l'émotion et waouh, c'est ce qui donne de l'énergie pour la suite aussi. Faut créer des connexions comme ça pour qu'on soit des maillons d'une grande chaîne. Et que ça change. Et que ça change. On se bloque ensemble. J'ai mes enfants placés, je sais plus quoi faire. Oui, alors les placements, on a parlé un petit peu des placements. Certains sont nécessaires, d'autres sont abusifs. C'est pas 50-50, comme l'avait reconnu Pierre Nave, qui était chargé auprès du ministère du contrôle de l'ASE. Il l'a reconnu par 2 fois devant les caméras de l'émission Envoyé spécial. Et donc, ce qu'il avait dit, c'est que dans 50% des cas, une solution alternative au placement pouvait être trouvée avec la famille. Il dit ça, je suis d'accord avec ça. Voilà. Ça fait. Et c'est vrai que les parents, surtout avec des enfants placés, du coup, il y a une partie qui est faite à tort. C'est d'une extrême violence, c'est une explosion de la famille. C'est en plus assez difficile après d'en ressortir. Et en plus, les services de l'ASE qui font des placements à tort sont dans la toute-puissance. C'est-à-dire qu'ils décident de l'avenir de la situation. Et du coup, le parent qui se trouve floué à tort ne peut pas vraiment s'opposer, parce que s'il s'oppose, alors il sera mal jugé, et donc il y aura un rapport négatif. Et voilà, ça devient un mécanisme où en fait les droits de la personne parente et enfant ne sont plus pleinement respectés comme ils devraient l'être. Et là, on touche à la question de l'organisation de l'ASE et à la question de la transparence aussi de l'ASE. Et je pense pas, contrairement à ce que certaines personnes de l'ASE peuvent dire, que ce serait qu'une question de moyens. C'est une question aussi d'organisation, de formation, d'ouverture sur l'extérieur. Et si les 50% des placements abusifs n'étaient pas faits, les moyens seraient suffisants pour faire les placements qui sont nécessaires. Donc, c'est plus une autre mode de réflexion, je pense, qu'il faudra avoir pour avancer sur ce point. Je voulais conclure sur la parole de l'audience. Je suis malentendante et malvoyante. Je perds la vue. Et d'ailleurs, l'éducatrice qui a parlé de nos vies, de notre famille, a bien dit qu'il se restait à mes côtés. Parce que je suis polyhandicapé, c'est discriminatoire. Il y a malheureusement énormément de discrimination contre le handicap en France. Je vais donc parler de parole dans l'audience. J'entends mal et je vois mal. Du coup, la première audience, j'ai perdu en vue. Si l'adresse, alors j'ai pas vu la suite. Oui, il s'est coupé là. Mais pour réagir sur ce commentaire, j'ai été au courant de cas et de situations où effectivement des juges décidaient de limiter la garde d'un parent au motif que ce parent était aveugle et que donc ils ne pouvaient pas, selon eux, assurer la sécurité de l'enfant. Au-delà de leur handicap, les personnes se débrouillent. Voilà. Et un parent est un parent. Pardon, ça. Avec un mot du médecin, par hasard. Pour moi, alors, ça faudrait voir, effectivement, c'est une information à vérifier, effectivement. Mais moi, je sais, hein, j'ai eu des cas où, je vais faire une parenthèse très rapide sur mon cas personnel. Ma mère avait demandé un droit de visite pour voir sa petite fille. Elle a produit de la part du médecin un document qui montrait qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Elle était particulièrement malade et handicapée à 90%. Le tribunal a pris une décision qui lui a imposé des voyages à l'étranger. Voilà. Donc, c'était en incompatibilité avec sa situation. Donc ça, je sais que, donc je ferme la parenthèse pour mon cas personnel. Donc je sais qu'il y a des cas qui existent, au moins un, mais je suis au courant par mon association d'autres cas de personnes qui sont handicapées et qui du coup se retrouvent privées d'un droit du fait de leur handicap. Et ça, c'est problématique, particulièrement problématique. Et plutôt que de priver ces personnes de droit, il vaudrait mieux leur en donner. C'est-à-dire vous avez les mêmes droits que les autres parents, mais en plus vous allez avoir droit à une aide, c'est une personne qui vient vous aider, à une aide financière peut-être. Et là, mettons l'imagination au service de ces situations-là, en écoutant les personnes qui ont des handicaps qui leur sont propres, qui leur sont spécifiques, on ne sait pas ce qui leur rendrait service parce que on n'est pas à leur place. Donc, demandons-leur qu'est-ce qui vous rendrait service, voilà, et avançons. Mais plutôt que d'avoir des décisions où en fait, sur la base d'un handicap,
surtout va dire, mais en fait, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Et c'est des personnes qui ne sont pas handicapées qui prennent ces décisions. Je dis, ben là, il y a un problème qui est à soulever, effectivement, dans le fonctionnement judiciaire. Pour faire une petite parenthèse aussi sur l'handicap, du coup, moi qui suis, qui est une pathologie assez lourde, je prends un traitement médicamenteux au quotidien, et des soins de santé à faire, et le papa a voulu utiliser ça contre moi et me faire passer pour une droguée de médicaments, mélangeant ça avec de l'alcool. J'ai pu faire prouver par un médecin que le traitement qu'elle me donnait ne m'empêchait pas de m'occuper de mon enfant. J'ai fait faire en fait, il faut demander à tous les médecins qu'on croise. Enfin, en plus, quand on a un handicap, on a beaucoup de spécialistes autour de nous. Et moi, j'ai demandé autant que j'ai pu. Donc, j'ai eu un mot un médecin antidouleur, de mon psychiatre aussi. Ça, c'est, on m'a dit, les mots de médecin valent tout l'or du monde devant le juge. Donc, du coup, il faut en avoir pour pouvoir se défendre et dire je suis apte à m'occuper de mon enfant, même si j'ai un handicap. C'est difficile de devoir prouver qu'on est capable de. Je sais à quel point c'est dur, alors qu'on a toujours été capable de. Enfin, depuis leur naissance, souvent, on était capable. Et finalement, on nous l'enlève et on est peut-être incapable. Mais il faut des mots. Et la France adore les papiers, donc encore plus. Fournissons-leur ce qu'ils veulent des papiers. Et par rapport à ça, j'ai reçu aussi un autre message. Dans la liste des associations que je vous ai citées, j'en ai oublié une. Alors voilà, mea culpa. J'ai oublié de parler de l'association Racines d'enfants, qui effectivement suit le mouvement et dans le mouvement, avec Alexandre Chastan qui est son président et qui est sur la liste également. Et merci à lui. Et d'ailleurs, en parlant de Racines d'enfants, ça me rappelle comment on s'est rencontrés tous. Et puisque Racines d'enfants est une association qui est issue de la marche pour l'égalité qui a été faite entre Paris et Strasbourg, qui faisait suite à la marche entre Marseille et Paris. Donc après, moi j'ai pas fait la première, c'est trop long. Et donc j'ai participé à la marche Paris-Strasbourg. Et c'était long aussi, voilà. Et donc on était plusieurs des femmes et des hommes qui ont fait cette marche et on s'est rencontrés. Et suite à cette marche, plusieurs marcheurs et d'autres personnes qui nous suivaient ont décidé de créer l'association Racines d'enfants. Voilà. Moi personnellement, je ne suis pas dans cette association, mais voilà, on se connaît très bien et merci à eux d'être avec nous et pardon pour cet oubli. Justement, quand on parlait de branche identitaire, je pensais justement à un arbre et à eux, aux racines d'enfants. Oui, complètement. Et leur logo est très évocateur pour ça. Et quand on parle de l'arbre généalogique, voilà. C'est ça, exactement. Donc voilà, Racines d'enfants. Merci à vous et pardon. Je vous remercie infiniment pour ce débat. Merci à Page Claire. La gestion de l'ASE est une question de politique financière de la part des conseils départementaux. Alors oui, effectivement, on a vu, il y a quelques mois, j'avais vu justement un reportage sur un fait divers où un jeune placé a été malheureusement agressé et tué par un autre jeune placé. Il se trouve qu'ils étaient dans un hôtel et que, si je me souviens bien, ce fait divers avait lieu dans le Val-de-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Et en fait, il se trouve que le département du Val-de-Marne est un département de la couronne parisienne qui, du fait de sa population et de l'implantation de nombreuses entreprises, n'est pas un département qui a des problèmes financiers fondamentaux, je veux dire. Voilà. Donc la question effectivement du financement peut être posée et là où on fait des économies, il peut y avoir des conséquences. Alors peut-être que c'est pas une question d'économie, mais c'est aussi une question de comme des placements abusifs aussi, de réorganisation et de se dire que il n'est pas normal que des personnes qui peuvent poser problème, parce que le placement de l'un était nécessaire et celui de l'autre ne l'était pas. Je sais pas, ça sera à voir, mais en tout cas, il y a des faits divers qui ne devraient pas arriver. Et je pense qu'il pourrait y avoir des responsabilités qui pourraient être soulevées. Et souvent, on entend des gens dire, mais on a fait notre travail. Je pense que alors, il y a des métiers où des fois on a des obligations de résultat. Je pense peut-être que l'aide sociale à l'enfance ou l'enfance, on devrait avoir des obligations de résultat et qu'il y a un tel dysfonctionnement que le système devrait se dire sur la base de cette situation, de cette mort, il devrait y avoir une enquête et
une solution qui soit trouvée en urgence pour que ça ne continue pas. Et on voit que ça continue. Voilà. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui travaillent à l'ASE ou qui ont travaillé à l'ASE savent la difficulté, les souffrances, la violence aussi de ces services en interne face à des personnes qui essayent de bien faire leur travail et qui finalement arrivent dans des services dysfonctionnels et beaucoup partent malheureusement et du coup le modèle s'améliore pas parce que les personnes qui ont conscience des difficultés à force d'usure s'en vont. Voilà. Il reste 2 commentaires. Je vous propose de 21h27. On va pas trop tarder. Merci pour ces échanges en tout cas. On va faire les 2 derniers commentaires. Dans ce cas, les personnes handicapées, amendées par la maladie ou encore précaires, la France viole souvent la CEDH, notamment l'article 3 et l'article 8. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont effectivement non respectés. Et d'ailleurs, la CEDH, je l'avais évoqué, il y avait normalement un délai pour faire un recours à la CEDH qui était de 6 mois, qui est très très court, parce que les gens sont cassés moralement, sont cassés financièrement, en général viennent de se reprendre une dernière décision qui est violente, qui les refait tomber dans une situation morale plus que complexe, et on leur donne un délai très court. 6 mois, c'est très court, parce qu'il faut se reconstruire déjà. Il faut se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, sachant que ça dysfonctionne à ce point. Et ce délai de 6 mois, apparemment, il était trop long, puisque au passé du 1er janvier 2022, il était passé à 4 mois. Donc, c'est une manière très efficace pour la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, comme elle s'appelle. C'est une manière très efficace de diminuer mathématiquement le nombre de dossiers. S'il y a des personnes qui y travaillent, ben, écoutez, je souhaite que vous nous entendiez et que vous puissiez, en toute bienveillance et en conscience, faire remonter ce type d'informations à vos supérieurs, que ce délai puisse être allongé. Je ne sais pas comment ça peut se passer, mais voilà. Moi, je considère que ce délai il devrait être au moins d'1 an. Voilà, au moins d'1 an. Ce ne serait pas un délai exorbitant. Une grande marche. C'est Alexandre Chastan, le président de Racine d'Enfants, qui partage un dernier commentaire. On va terminer sur cette belle pointe. Une grande marche pleine de bons souvenirs avec des marcheuses et des marcheurs très motivés. Oui, complètement. Et merci à elles et merci à eux tous. Même si personnellement, ça a été dur pour les pieds de nombreuses fois. Voilà. Mais on a tenu. Merci de marcher pour moi, en tout cas. Moi qui ai des difficultés à marcher. Merci. Et merci en plus pour les villes qui, sur le parcours de Paris à Strasbourg, nous ont accueillis aussi. Avec beaucoup d'attention, avec une écoute et une réception par des adjoints au maire, par des maires, qui connaissent aussi les difficultés sur leur territoire et qui ont eu cet accueil de dire, bah, écoutez, vous n'avez pas où dormir, bah, nous, on a une petite salle et vous mettez vos matelas par terre et on se débrouille, quoi, voilà. Et ça paraît rien, mais c'est un soutien fantastique, c'est un soutien énorme et c'est effectivement des bons souvenirs. Voilà. Et les souvenirs, ils restent et on s'appuie dessus aussi pour se battre. Je crois qu'on va pouvoir terminer sur ces paroles. Merci à toutes et à tous pour votre attention et vos partages. Je vous rappelle qu'on est en train d'essayer de clôturer la liste. Il nous manque des dossiers de candidates et aussi quelques-uns de candidats. Certains sont en cours. Donc là, moi, je vous parle de ceux qu'on a reçus, qui sont complets, qui sont... Mais certains sont envoyés par la poste déjà, donc ils sont dans le cloud, j'ai envie de dire. Mais on les attend avec impatience. Et on a besoin que vous partagiez ce mouvement et que vous puissiez vous impliquer en tant que candidate et candidat pour participer à ce mouvement, pour amener le sujet de la défense des enfants dans cette campagne électorale. Un grand merci à toutes et à tous. Et c'était une bonne soirée. On fait une image, on est tous les deux comme ça. Oui, merci. Merci, un grand merci. Et c'est une bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. On continue, on lâche rien. Voilà.